Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire les entrepreneurs sont tous des salauds de capitalistes qui veulent gagner du fric sur le dos des gens. Je ne peux pas l'accepter. Donc j'ai ouvert ma gueule. Ouais. Les gens croient que les investisseurs, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, vont être impressionnés par le produit. Mais jamais. Le produit, c'est le truc le plus facile qu'il y a à faire aujourd'hui. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc ce qui est impressionnant, c'est le point de vue. Et c'est les côtés atypiques de l'équipe. Ouais. Ça, c'est intéressant, mais un produit, non. Beaucoup de startups sont des morts vivantes, c'est-à-dire qu'elles existent, on ne sait pas pourquoi, et elles n'ont pas de clients, elles n'en auront jamais, il faut qu'elles arrêtent, quoi. Ce qu'ont compris les Américains. Hein. Les Américains, ils détestent les morts vivants. C'est que quand ça commence à ne pas aller, on te fait mourir vite. En disant, c'est pas la peine, t'as pas ce qu'il faut comme data, ça marchera pas, fais autre chose. On arrête. Quitte à rembourser les VC, à faire autre chose. Donc je suis parti aux États-Unis, j'ai loué un local, j'ai acheté les pages jaunes, et j'ai appelé les clients. Bonjour monsieur, voilà ce que je vends. C'était du délire. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de machin, quoi. C'était ça. Hein. Et j'allais voir les gens et je leur vendais mon truc. Et pour les vendre, on copiait sur des disquettes, on mettait dans des boîtes et on envoyait par la poste. C'est un truc de dingue. C'est à partir de connaissances de base qu'on construit d'autres connaissances. Tu veux lancer ta boîte façon Silicon Valley, mais t'as pas le temps ni l'envie de te battre avec l'administration française? Conto est là pour te simplifier la vie d'entrepreneur. Quelle que soit la forme juridique de ton entreprise, Conto, c'est l'offre tout en un qu'il te faut pour te lancer. Accompagnement juridique pour ta création, dépôt de capital, compte pro avec outils de facturation intégrés, pré-comptabilité, tout est 100% en ligne. Et en plus, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est simple, rapide, efficace. On dirait que ça vient de San Francisco, mais non, c'est une start-up bien française et franchement, on les adore chez Silicon Carnet. Et on n'est pas les seuls. Une entreprise sur 5 choisit Conto pour sa création d'entreprise. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Et le professeur dans Off the Record. Ah oui, il était temps. Tu sais qu'il y a du monde qui attend ça, hein? Des millions de gens. Des millions de gens. J'en suis conscient. Pierre Gobil, bienvenue dans Off the Record. Merci Carlos Diaz. Tu es un habitué de Silicon Carnet. Ouais, je crois que j'ai dû faire du premier au dernier, à peu près. Donc oui, je connais bien. C'est vrai qu'on te voit souvent dans Silicon Carnet. On avait débuté cette aventure ensemble il y a un petit bout de temps. Tu as fait partie de mes premiers acolytes. On avait choisi la musique dans ta cuisine. Et à l'époque, ça s'appelait pas Silicon Carnet d'ailleurs. Ça s'appelait pas Silicon que ça. Silicon que ça, c'était complètement barré. C'était complètement barré. Et tu vois, rétrospectivement, je me disais, les gens me prennent pas au sérieux. Ça, c'est normal. Et quand j'ai re-regardé les premières émissions, je me suis dit, mais bien évidemment, comment veux-tu que les gens me prennent au sérieux après ce genre d'émission? On faisait ça, c'était en live sur Facebook à l'époque. On peut repasser un passage avec toi? On peut. Allez, regardons les débuts de Silicon Carnet. Ça s'appelait pas Silicon que ça. Rétro. Magnéto, Serge. Alors, je vous préviens, ça va piquer. On a une énorme production. Il y a de la musique, il y a plein de choses. Il va se passer plein de choses dans cette émission. Parmi les auditeurs qui utilisaient Vine, dites-nous ça. En même temps, on est tellement loin de l'écran qu'on ne voit pas vos commentaires. Donc, qui utilisait Vine? En tout cas, c'est terminé. Twitter a dit stop. Et ils n'ont même pas essayé de le vendre ni quoi que ce soit. Ils ont dit on arrête. Vine, c'est fini. Il faut dire que Twitter, quand même, ils prennent des sacrées calottes dans la figure depuis un petit bout de temps. Hein. Mais ça ne sert pas à grand-chose, quoi. T'en as un bon souvenir? Ah ouais, moi, génial. Pour moi, c'était génial parce que c'était aucun travail. Aucun. Tout improvisé. Ouais. Pas de technique. Il n'y a rien qui marchait. Rien de marché. On avait les voisins qui tapaient parce qu'on faisait du bruit en disant c'est trop fort votre truc là. Mais oui, parce qu'en fait, on n'avait pas de régie, c'est-à-dire qu'on passait la musique à fond dans la pièce pour qu'elle passe dans les micros. La régie, c'était l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Il fallait qu'on le regarde, qu'on bouge et tout. C'était énorme. Ouais. Les questions étaient puissantes, les réponses étaient incroyables. Je crois qu'on a fait bouger le monde avec ça. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça montre que quand tu as envie de faire quelque chose, il ne faut pas trop se poser de questions, se lancer. Il y a eu beaucoup d'itérations pour qu'on en arrive à ça aujourd'hui. Pour moi, c'est un truc que tu fais très bien et que peu de gens font très bien. C'est que il ne faut pas se préoccuper du paraître. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai appris de toi, c'est ça. C'est que toi, tu n'en as rien à foutre. Comment tu t'habilles, comment t'es machin, tu n'en as strictement rien à foutre. Alors que la plupart des gens qui font du média, c'est des gens qui sont plus préoccupés par le paraître que par le contenu.
Et toi, tu t'es dit, on va faire un truc pour se marrer quand on a commencé cette première émission. Et c'était ce qui s'est passé. Et là, dans ce que tu fais, Silicon Carnet, c'est pareil. T'es pas là pour le paraître, tu es là pour essayer de créer du contenu intéressant. Ouais. Et c'est assez rare. Donc, je te le dis parce que c'est bien, parce que c'est merci, assez rare. ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, c'est génial de le faire avec toi. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant. On a vécu des trucs, pas mal de choses ensemble. On en parlera, j'en suis sûr, pendant cette émission. Moi, je t'ai donné un sobriquet dans Silicon Carnet, El Professeur. Qui est resté. Hein. Qui est resté. Tu as même ton jingle, tu as tout. Ouais. D'ailleurs, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on... Baptiste, le monteur, il faut qu'on passe le jingle de El Professeur parce qu'on ne peut pas comme faire une émission avec toi sans ton jingle. Donc, jingle. El Professor, Causa del Papel, jetzt Himmel das Money. Wenn bist du schon, jage das Mullah, es duftet nach Honey. Ce surnom de El Professeur, je te l'ai donné parce que je trouvais que donner un côté un peu hispanique comme ça dans l'émission de Silicon Carnet, c'était marrant. Mais c'est vrai que tu viens souvent dans les émissions avec un point de vue qui est argumenté et tu fais des points. T'es un peu le poinçonneur des lilas. C'est pas vrai en 3 points parce que point 1, point 2, point 3. Et je trouvais que tu avais une approche un petit peu comme ça, très pédagogique, un peu magistrale. Je suis pas un professeur, dans le sens où je suis pas académique. Je veux pas enseigner aux gens. Je veux aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes, mais sans leur dire comment faire. Donc, je suis pas du tout académique, c'est l'inverse. Pourtant, tu as monté une académie. Oui, mais que j'appelle maintenant bootcamp et qu'il fallait bien donner un nom et que c'est pas le bon terme, mais peu importe. Donc, je suis pas en phase avec le titre El Professeur. Par contre, là où je suis en phase, c'est que je suis assez matriciel comme garçon. C'est-à-dire que quand j'essaie de comprendre quelque chose, je me pose, j'essaie de vraiment modéliser ce dont on parle et de me poser la question, est-ce que j'ai compris la chose? Et donc, ça m'impose d'aller assez deep dans pas mal de choses et d'avoir plein de repères sur le sujet qu'on va aborder. Et ça, c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Je suis un peu un ovni là-dessus. En fait, tu n'es pas dans l'improvisation. C'est-à-dire que quand on prépare les émissions, il y a un sujet, donc tu as réfléchi avant et tu vas faire l'effort de structurer ta pensée. Et quand tu viens pour enregistrer un épisode de Silicon Carnet, tu as tes points qui sont prêts. C'est-à-dire que j'ai réfléchi au sujet. Et c'est pire que ça, si tu me poses une question et que j'ai pas d'avis sur la question, je te dirais je sais pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans Silicon Carnet où j'ai dit écoute, je sais pas, mon avis n'a pas d'intérêt, je sais pas te répondre. Parce que je considère, et j'ai toujours considéré que c'est important d'avoir des opinions fondamentales, c'est important de les travailler, évidemment, mais c'est pas toujours important de les rendre publiques. Pour moi, on aura une opinion publique que lorsqu'elle a une valeur pour le public, lorsqu'elle informe de quelque chose, lorsqu'elle est utile. Et qu'on a trop souvent des gens qui ont des opinions qui n'ont aucun intérêt et qui se permettent de les partager. Et je trouve que c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, on a un gloubi-boulga de trucs assez inintéressants. Donc, j'essaie de faire attention à ne parler que de choses sur lesquelles j'essaie de développer une expertise. Et une expertise, c'est quoi? C'est une expérience digérée. Et je pense que la digestion et la rumination sont extrêmement importantes. Et ça prend du temps. Les gens ne prennent pas, exactement, ça prend du temps et les gens ne le font pas. Et tu vois, quand tu poses une question à quelqu'un, il va avoir une réponse spontanée parce qu'il n'a pas digéré ou compris ou analysé la question. Et généralement, la réponse est naze. Tu vois, c'est du café du commerce. C'est OK, ouais, super, je pense ça. Bon, OK, bon aussi. Aucun intérêt. Par contre, quelqu'un qui a pris le temps de comprendre la question, de transformer ça par rapport à son expérience en une réponse un peu argumentée, tout d'un coup, tu as matière à faire quelque chose. Et moi, j'espère qu'on amène de la matière avec Silicon Carnet et que quand j'interviens, on amène de la matière parce que c'est le truc le plus important. C'est ce dont on a besoin. Alors justement, il y a beaucoup de gens, tu es connu pour être un mentor, tu accompagnes plein de startups, tu as cette académie que tu appelles un bootcamp qui s'appelle 34 éléments, sous forme de cohorte où tu prends des gens et tu les mets sur une planche à secousses et tu les obliges à réfléchir leur projet et à remettre les choses dans l'ordre selon une méthodologie très particulière, avec un bouquin d'ailleurs que tu viens de sortir, que je montre, qui s'appelle... moi, je pense que tu aurais dû l'appeler Desktop, mais... Startup Unlock, ça le fait aussi. Oui, parce que la baseline, c'est... C'est la méthode radicale pour te débloquer. Pour se débloquer. Et moi, c'est pour ça que je pensais à Desktop. Mais j'y ai pensé parce qu'en fait, les startups, si tu veux, quand tu leur parles, ils ont 3 problématiques. Soit lever de l'argent,
soit trouver des clients, Mhm. ce qui revient au même, hein, Mhm. soit ils sont plantés et ils se disent comment je me déplante. Et C'est-à-dire je suis- qu'ils sont en crise de foi, mais de foi Ouais, bah, FOX. c'est-à-dire que le truc se passe pas comme il faut, Ouais. que chaque client est très dur à gagner. D'ailleurs, pas de foi FOX, de foi FOI, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ne me demande pas à moi parce que je suis pas bon en orthographe. Pas de la ville de foi, quoi, en Moi, je fait. suis mais- dysorthographique, donc laisse tomber, ça va pas le D'accord. faire. Donc, en crise de foi sans E. Sans eux, voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat de manière très expérimentale, Ouais. en disant on y va, on fonce, etc. Puis il se passe des trucs, ils prennent des murs. Mm. Et au bout d'un moment, ils ont tellement pris de murs qu'ils savent même plus regarder Ils sont autour d'eux. paumés. Ils sont paumés et Ouais. ils se disent bon, bah, continuons, ça va finir par marcher. Très mauvaise théorie. Ouais. Quand ça marche pas, il faut justement lever la tête et se dire ok, qu'est-ce que je change? Parce que si tu continues à faire la même chose, Même cause, mêmes effets. même cause, mêmes effets. Voilà. Mhm. Et tu as beaucoup, justement, de startups qui, en passant par le bootcamp de 34 éléments, décident d'arrêter J'en ai eu 4 sur 200 à peu près. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, 2%? mais ouais, mais je pense que c'est. Donc, ils ont encore de la foi. Mais c'est déjà pas mal, tu vois. 4, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que les gens ont été suffisamment lucides pour dire bon bah, il y a pas d'issue, il y a pas de route, il y a pas de chemin. Et tu le pensais, toi aussi, tu partageais cette décision ou tu penses qu'ils ont arrêté alors qu'ils n'auraient pas dû? Je m'interdis de le penser, D'accord. d'accord, parce que d'abord j'ai pas les éléments, Ouais. autant que eux peuvent les C'est avoir. pas ta boîte. C'est pas ma boîte, j'ai pas tous les éléments pour juger. Moi, je ne peux que les aider à prendre une décision, qu'elle soit de pivoter, de continuer, d'arrêter. C'est leur décision, c'est pas la mienne. Donc, je m'interdis d'avoir une opinion. Mais je respecte les opinions. C'est tout ce que je fais. Moi, ce que je trouve dingue, parce que je connais ta méthodologie, parce qu'on y a collaboré ensemble avec The Refiners à l'époque, cet accélérateur qu'on a créé ensemble avec Géraldine Lemeur, qu'on embrasse à San Francisco pendant 4 ans. Et tu es rentré en France, on va en reparler aussi. Pourquoi tu es rentré en France? Et ce que tu penses de comment tu vis ton retour? Mm-hmm. Moi, ce qui m'étonne énormément pour connaître la qualité de ton accompagnement pour l'avoir vécu à tes côtés, je trouve que les startups qui font ton programme, c'est pas les startups phares de la French Tech, c'est un peu les underdogs. Comment t'expliques ça? Très facile. Ah bon? Je pense qu'il y a une énorme catégorie d'entrepreneurs intelligents, compétents, etc., mais qui croient savoir. Moi, mon problème, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et ils croient savoir. Et donc, ils se disent ouais, ok, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des trucs, j'ai vu des machins sur YouTube, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, j'ai fait une grande école, je suis pas con, je sais quoi faire. Et ils n'ont pas tort, ils ont compris ce qu'il faut faire. Mais la question, c'est, ils se posent des questions, ils se contentent de réponses superficielles et ils continuent à avancer avec des réponses superficielles. La vraie difficulté, quand on est seul, c'est d'avoir des réponses non superficielles. Et c'est dans l'analyse approfondie d'un élément de ce que tu fais que tu trouves des réponses. Or, moi, ce que je trouve, c'est que les entrepreneurs croient savoir, ils se contentent de réponses superficielles et ils se plantent. Comment t'expliques qu'ils acceptent pourtant d'aller chez YC, où on n'apprend pas grand-chose YC, parce que c'est pour lever de l'argent. Ouais. YC n'a que pour objet de lever de toi, l'argent. c'est pas ce que tu fais. C'est une machine pour lever du pognon. Moi, c'est pas ce que je fais. Alors, on te connaît beaucoup en tant que mentor aujourd'hui. Tu t'adresses à l'écosystème de start-up et tu te positionnes comme ça. Mais en fait, tu as participé à plein de podcasts. Tu es dans Silicon Carnet régulièrement. Mais moi, je le connais, ton parcours. Mais en fait, je me suis rendu compte que il est nulle part. Personne, tu l'as expliqué, tu n'as jamais expliqué d'où tu venais. D'ailleurs, c'est assez dingue qu'on ne te pose jamais cette question-là, parce que ça montre aussi comment l'écosystème est complètement débile. C'est-à-dire que tu proposes d'enseigner le deltaplane, mais à aucun moment, personne t'a posé la question si tu avais fait du deltaplane toi-même. Je n'intéresse personne. mais c'est hallucinant, parce qu'effectivement, j'ai une expérience, comme toi, tu as une expérience, ouais. évidemment, qui nous a façonné, qui fait ce qu'on est. Et quand tu écoutes les podcasts, en règle générale, ce ne sont que des interviews de gens. Ouais. Okay, en disant, qu'est-ce que tu as fait en 69, en 70, en 82, en 80, c'est que ça. C'est leur histoire, sous prétexte d'inspirer les gens. Et elle est toujours belle. Hein. Toujours belle. Et moi, quand on m'interviewe, c'est pour de l'expertise. Ouais. Donc, on me pose des questions précises. Alors, ça ne me dérange pas, j'essaie de répondre. Mais on m'a jamais demandé d'où je venais, quoi.
Ouais. C'est curieux, mais bon, c'est pas. Je m'en fous parce que moi, tu sais, je suis pas du tout à étaler ma vie et mes machins et mes, Bah alors si. et mes Alors, médailles, j'en ai un peu rien à si, foutre. on va prendre le temps. Alors, et d'où il vient le professeur? Du trou du cul du monde déjà. Alors, je vais vous faire Comme moi. une histoire hyper rapide, hyper simple. Je suis pas académique. Ok. J'ai été extrêmement malheureux à l'école. C'est-à-dire que j'étais pas un être idiot, mais j'étais dyslexique, dysorthographique, non détecté. J'avais donc 0 en dictée, et les profs me disaient, t'es un con. Après, j'étais asthmatique jusqu'en 5e quasiment, et donc je loupais un trimestre par an. Donc l'école, pour moi, ça a toujours été le gamin malade qui a 0 en dictée. Mais j'étais pas con. Donc j'ai fait l'école en détestant la mécanique académique française. J'ai eu mon bac normal, j'ai fait une école de commerce. T'as jamais redoublé Si, j'ai redoublé la seconde parce que je faisais du rock. Ah, déjà. C'est là où j'ai commencé à faire de la batterie, et donc là, j'avais plus rien foutu, ça marchait plus du tout. Donc ouais, j'ai redoublé, ouais, parce que, mais j'ai détesté l'école. Mais t'étais un mauvais élève. J'étais un élève, j'avais 10 de moyenne. Ouais, d'accord. J'avais ce qu'il fallait. Ouais. Parce que je foutais rien, et on me dit qu'il fallait avoir 10, j'avais 10. Mais j'étais hyper bon en maths. Je crois que j'ai eu 20 en maths au bac. Et j'avais des matières où j'étais vraiment nullissime. Parce que ça m'intéressait pas. Donc j'ai toujours détesté l'académique, mais j'ai toujours adoré apprendre. Donc je suis sorti de là, et j'ai réussi à rentrer chez Xerox, qui était à l'époque la plus grande école de vente. Oui. Il y avait que des HEC, des ESSEC, des machins, et il y avait moi qui ai fait une école. Parce qu'ils avaient une méthodologie. Ils avaient une méthodologie. Moi, je suis rentré là-dedans, j'ai appris ça, et je suis devenu meilleur vendeur de France. Xerox, ça vendait quoi? Parce que alors, nous, on vendait des photocopieurs. Oui, voilà. Il faut expliquer aux gens, parce que les jeunes qui nous écoutent. Photocopieurs, Xerox, des ordinateurs à l'époque, Ouais. et des machines à écrire. Wow. Tu vois, c'était des machines à écrire électriques. Et les photocopieurs, moi, je me rappelle, on avait des géographies, et moi, j'avais la rue des prostituées. D'accord. Et donc, tu prenais la rue, tu vendais des photocopieuses à des prostituées. tu sonnais aux portes et tout, c'était hallucinant. Ouais. Ouais. Et je les connaissais, parce que tu allais prendre un café, tu les voyais tous les jours, quoi. À la fin, on se connaissait. Et on a fait des coupes pendables. J'en raconte un parce qu'il est drôle. Il y avait un boucher, je n'arrivais pas à vendre mes trucs, avant ça me saoulait, donc j'ai pris un copieur et je lui ai dit au boucher, si je vous laisse le copieur pendant une semaine. Dans sa boucherie. Dans la boucherie, vous allez voir, ça va cartonner. Super. J'ai fait tous mes potes, ils sont allés faire des copies et il m'a acheté la machine. C'est-à-dire qu'on allait chez son boucher pour faire une photocopie. Pour faire une photocopie, voilà, c'était ça. Okay. Grâce à moi, c'était un nouveau truc, un nouveau concept. En tout cas, c'était une école de la vie, parce que quand tu es dans la rue, que tu frappes pour que les gens te reçoivent, t'en prends plein la gueule. Ouais. Donc là, j'ai appris à gérer ça. C'était quand même une vraie école de vie. Mais j'adorais parce que c'était vraiment très, très structurant comme apprentissage. Après, je suis allé chez Computer Associates, qui était le plus gros éditeur de logiciels. Éditeur de logiciels au monde, devant IBM. Ouais. Et là, c'était la précarité la plus totale. C'était un truc hallucinant. Ensuite, je suis allé chez Sybase, qui était une boîte qui faisait des bases de données relationnelles. On était contre Oracle à l'époque. Et là, j'étais meilleur vendeur du monde sur une année. Donc là, j'ai vraiment cartonné. J'ai vendu plusieurs millions de dollars de logiciels. Et donc là, j'ai vraiment appris ce que c'était que la vente dans le sens noble du terme. J'ai vraiment énormément appris là-dessus. Et ensuite, je me dis, je vais monter mes boîtes. Et donc, j'ai monté ma première boîte qui s'appelle Cast, qui existe encore. Qui existe encore ? Qui existe encore. Parce que mon associé n'a jamais voulu lâcher le morceau. Il est toujours à la tête de cette boîte-là. Donc, ça faisait quoi ? C'est ce qu'on appelle de l'application intelligence. Donc, c'était de la deep tech à l'époque. Hein. On prenait du code source, on analysait le code source et on le redocumentait. Donc, des boîtes qui avaient des grosses applications où vous avez perdu la connaissance, on te disait, telle fonction dans tel langage, elle va taper dans telle table, voilà ce qu'elle fait sur telle table, elle fait un update à tel niveau, ça a telle répercussion. Et donc, quand tu faisais du... On est en quelle année, là ? Alors, Cast, on a monté ça, c'était en 1990. On parle de la préhistoire, là. On parle de la préhistoire, mais c'était l'époque où... il n'y avait pas Internet. L'informatique, non, il n'y avait pas Internet. L'informatique commençait à marcher. D'ailleurs, j'ai monté une boîte, on achetait des ordinateurs, on louait des locaux. Enfin, tu vois, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Tu portais une cravate ? Porter une cravate, absolument, tout à fait. Cette boîte, on l'a amenée en bourse. Ça a super bien marché, ouais. On l'a amenée en bourse, ouais. Il paraît que tu étais même, à l'époque, tu faisais partie du classement des plus grandes fortunes de France. Ouais, j'étais assez haut placé, effectivement. Parce que t'as fait de la thune, alors ? J'ai fait de la thune, ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti aux États-Unis à un moment donné avec cette boîte. Et avant cette boîte-là, j'étais parti aux États-Unis pour une autre boîte pour apprendre ce qu'était le marché américain. Ouais. Donc, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelait ACI, qui faisait des bases de données relationnelles sur Mac, 4D, le nom du logiciel. Marlène Delbourg-Delfis. Voilà, que je salue. Et j'étais le directeur commercial de la boîte aux États-Unis. T'as bossé pour Marlène ? Ouais, j'étais son directeur commercial et je parlais pas bien anglais. Et je lui avais dit, écoute, moi je sais vendre. Je venais de Sybase, j'avais cartonné.
mais je connais pas les États-Unis, je parle pas bien anglais. Donc le deal, c'est je te fixe tout le merdier commercial et tu me laisses apprendre tout seul le reste. Et donc je suis allé là-dedans. Donc tu as bossé avec Guy Kawasaki à l'époque parce que c'est elle qui a révélé Guy Kawasaki. Ouais, c'est ça. Et puis ils étaient copains, et puis ils venaient souvent au bureau, etc. à l'époque, bien sûr. Moi, j'étais au centre, j'étais à Cupertino, au cœur d'Apple, au moment où la Silicon Valley commençait à prendre forme. Ça, il faut l'expliquer aux gens et aux jeunes qui quand on parle de Marilyn Delbour-Delphis, que j'espère que d'ailleurs, ça serait vachement intéressant de l'avoir dans Off the Record. Ouais, absolument. Parce c'est une légende. Ah, c'est un personnage, Marianne. Ouais, c'est un personnage. Elle est une des premières entrepreneurs féminines dans la Silicon Valley. Ouais, tout à fait. Quelle a été sa relation avec Steve Jobs? Moi, elle était très proche, en fait. Ils ont revendu. KD a été revendu à Apple, si je me rappelle. Non, ça n'a pas été revendu à Apple. Non, ça n'a pas été revendu à Apple. Non, ça n'a pas été revendu à Apple. Mais c'était très proche de Apple. C'était la base de données sur le système Apple. C'était la seule qui existait sur le système Apple. Ouais. Et donc, finalement, je pensais qu'Apple l'avait racheté. Non, ils n'ont pas racheté. D'accord. Et ça marchait. Et donc, c'est elle qui a découvert Guy Kawasaki. Je ne suis pas étonné qu'elle ait aussi découvert El Professor, qui ne s'appelait pas encore El Professor à l'époque. Voilà. Et donc, tu as bossé là-dedans, ok. Et ensuite. J'ai doublé le revenu. Tu as doublé le revenu. En et tu étais aux US, là. J'étais aux US en un an, et j'ai dit, écoute, j'ai fait mon travail, je m'en vais. Il me dit, il faut que tu restes. Je lui ai dit, non, écoute, c'était le deal. Je viens, je répare ça. Mais moi. Pourquoi Parce que moi, je voulais apprendre l'anglais, et j'avais ma boîte que j'avais montée avec mon associé. Et lui, pendant ce temps, il avait continué à développer le produit. Ouais. Donc, je suis revenu en France. On a commencé à vendre le produit en Europe. Et après, je suis retourné aux États-Unis avec le produit de Cast pour le vendre aux États-Unis. Ouais. C'est ça mon histoire. Et vous étiez déjà rentré en bourse avec Cast à l'époque? Pas du tout. On est rentré en bourse bien après. On est rentré en 98. Après le développement du marché américain. Absolument. C'est vital. Ouais. J'avais 80 personnes aux US à peu près à l'époque. Donc là, on est en 95, et là, 96. Que les gens comprennent bien le truc. Ouais. Quand je suis parti aux États-Unis, on avait dit avec Vincent, mon associé, on se donne 10 000 francs. C'était à l'époque, on était en francs. 10 000 francs. De budget par mois. Pour vivre. Pour faire la boîte. Donc, je suis parti pour la boîte, pour le marketing. Donc, je suis parti aux États-Unis. J'ai loué un local. Ça coûtait un petit peu un bureau tout petit, beaucoup plus petit qu'ici. J'ai acheté les pages jaunes et j'ai appelé les clients. Bonjour monsieur, voilà ce que je vends. Ouais. C'était du délire. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de machin, quoi. C'était ça. Et j'allais voir les gens et je leur vendais mon truc. Et pour les vendre, on copiait sur des disquettes, on mettait dans des boîtes et on envoyait par la poste. C'est un truc de dingue. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a monté la boîte. Les gens vont tester comme ça, on envoyait des trucs par la poste, on les appelait, vous avez bien installé le truc et tout, alors, machin. Bref, hallucinant. Mais c'est une école de vie. Moi, j'ai pas de regret avec ça. La boîte est rentrée en bourse. Après, on a décidé j'ai décidé de rentrer en France. On a décidé de se séparer pour plein de raisons. T'as pas arrêté en fait de faire des allers-retours entre la France et les États-Unis, ouais. Toi, hein. Donc là, je suis rentré au bout de 7 ans en France. Et donc là, je m'étais dit, je vais glander un peu parce que, comme tu dis, j'avais gagné pas mal d'argent avec ce projet-là. Et en fait, je vais pas glander longtemps parce qu'Éric Hautemont, qui est un de mes très bons amis, qui est un mec que j'admire, qui est hyper incroyable. Smart, incroyable. Eric me dit, écoute, j'ai une idée super dans les jeux de société. Je dis, attends, moi j'y connais rien. Il dit, je m'en fous, il faut que tu viennes avec moi, on fait ça. Bon, ok. Les jeux de société. Ouais, et nous voilà donc éditeurs de jeux de société. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les noms des gens qui sont auteurs de jeux, on les appelle en disant, voilà, on a une boîte d'édition, est-ce que vous nous parlez? Personne. Ça s'appelait Days of Wonder. Days of Wonder. Et j'ai appris après dans l'édition comment ça marchait. On a eu la chance de rencontrer Alan Moon, qui est un Américain, qui nous a proposé un jeu qui s'appelle Les Aventuriers du Rail, Ticket to Ride. Énorme carton. On a joué avec Eric, on a dit putain, ce truc c'est de la balle, il faut absolument le faire. On appelle Alain, on dit c'est bon, on signe le jeu, on fait le jeu, on vend le jeu et on gagne le Spiel des Jahres. Le Spiel des Jahres, c'est le jeu. C'est l'Oscar du cinéma. C'est l'Oscar du cinéma, c'est quand tu es en Allemagne, tu gagnes ça, parce que l'Allemagne est le pays du jeu. Tu deviens. Et on était la première boîte non allemande, à part Hasbro et Mattel, à gagner ce truc. Ever. Donc moi, je me retrouve en Allemagne, on gagne le jeu, je passe à la télévision allemande. Tu parlais l'allemand couramment, bien évidemment. Pas du tout. Le mec me parle en allemand. J'ai dit, dude, I don't speak German. You're going to have to speak English. So, hyper drôle à la télé allemande. Et donc, on gagne ce truc. Et là, c'est marrant comme histoire parce qu'on se retrouve, on faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, on passe de 50 000 à 5 millions. Parce que d'un coup, tu vends des centaines de milliers de boîtes. Ton jeu, il se retrouve dans les supermarchés. T'es face à la grande distribution. Là. Voilà. Et donc là, grande distribution allemande, avec qui j'ai négocié, je peux dire, c'est une horreur. Ouais. Et avec Eric, on se dit, putain, il faut faire des moules, parce qu'on avait des trains en plastique, il faut acheter du plastique. Et voilà Eric qui part en Chine et qui commande 40 tonnes de plastique. Parce qu'il fallait bien qu'on ait du plastique. Donc il commande 40 tonnes de plastique, on n'avait pas une thune. Hein. Ouais. On n'avait pas un sou. Et on fait des moules, il fallait faire une quinzaine de moules, parce que les moules s'usaient vite.
Et on avait 40 trains ou 45 trains x 5 par jeu. Donc il y avait quand même un sacré volume à faire. Et il fallait sortir ces centaines de milliers de boîtes. C'était un truc de fou. Et donc on s'y est mis, on n'avait pas de sous. Donc j'appelle mes distributeurs allemands, Metro, Karstadt, donc des très grosses boîtes, Toys R Us et compagnie. Et je leur dis... Faut me payer d'avance. Faut me payer à 15 jours. Ah mais monsieur, on paye à 90 jours. Je dis, si vous me payez à 90 jours, vous n'avez pas le jeu. Donc Toys R Us décide de ne pas prendre le jeu. Toys R Us. Je leur dis, ok, je vous le donne pas. J'appelle les autres et je leur dis, ben voilà, eux, ils l'auront pas, donc voilà, etc. Bon, très bien. Et ma stratégie était de livrer une palette après l'autre. Donc je livre une palette, je sais qu'ils n'allaient pas payer, c'est pas des gens nets. Hein. Donc je livre une palette, plus de jeux dans le magasin. Ils m'appellent, ouais, on n'a plus de jeux, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, mais tu m'as pas payé. Ok, on te paye tout de suite. Boum, ils me payent. Et avec ça, je pouvais payer mon fournisseur qui m'avait fait un délai de 30 jours. Ouais. C'est comme ça qu'on a réussi à s'en sortir. Donc Toys R Us, devant ce truc-là dément, comme ils n'avaient pas eu le jeu, ils étaient verts. Parce que c'est quand même le truc que tu vends, c'est le truc... Oui, puis il y a une période, c'est la période de Noël. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent 6 jeux dans un magasin, ils les mettent dans un magasin de Toys R Us, ils envoient 3 millions de flyers dans les boîtes aux lettres allemandes en disant on a le jeu à un prix pété. Que font les gens? Ils vont dans les magasins, il n'y a pas le jeu, mais une fois que tu es dans le magasin, tu achètes autre chose. Wow. Donc j'ai foutu un huissier, j'ai commandé, j'ai acheté, on a payé des huissiers. Pour démontrer, ils sont allés dans 15 magasins de Toys R Us pour le prouver, on leur a fait un procès. Mais le mal était fait, ils avaient déjà fait leur flyer et compagnie. Donc parce que tous mes clients m'appelaient en me disant t'es un salaud, t'as vu le prix auquel ils le vendent? Je dis non, j'ai rien livré. Ils n'ont pas de jeu. Mais c'était ça, la grande distribution, c'était des batailles comme ça. Bref, on s'en est sorti. Maintenant, Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu qui a été vendu à 20 millions d'exemplaires. C'est, je crois, aussi vendu que le Monopoly ou les colons de Catane. Enfin, c'est énorme. L'auteur de ce jeu-là, comment tu l'as appelé? Alan Moon. Alan Moon. Lui, il a gagné beaucoup d'argent. $1 par jeu. Ouais, il est millionnaire. Ouais. C'est un joueur de poker, il a beaucoup perdu d'argent au poker. Et il est à Vegas? Non, il est aux États-Unis. D'accord. T'es resté en contact avec lui? Alan, non, il y a longtemps que je n'ai pas parlé. Mais les auteurs de jeux, de société, sont des gens que j'adore. C'est quand même des gens géniaux, des gens... Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes là dans ton parcours, c'est qu'on comprend que à la fois tu connais le monde de la tech depuis ses origines, et en France et dans la Silicon Valley où tu étais au tout début. Puis t'es allé dans la grande distrib et dans le jeu de plateau, et donc là t'as rencontré le monde de la distribution, le corporate. Sachant que tous nos jeux de plateau, on les faisait pour la première fois en digital, on pouvait y jouer en ligne. Ouais. Parce que c'était notre culture avec Eric, on était quand même des techs. Oui, parce qu'Otmont, c'est pareil, c'est un techos à la base. Hein. Ouais, et il a fait plein de boîtes, Eric. Ouais, il a un parcours incroyable, il faudrait qu'on l'invite aussi. Incroyable, parce que c'est un type incroyable. Et puis c'est un fou, hein. On est d'accord. Non, Non, mais c'est un fou au sens génie, quoi. Génie, c'est-à-dire que moi, quand j'ai un problème, je sais que tout le monde va répondre la même chose, je l'appelle lui parce que je sais qu'il va me répondre autre chose. Je dis, bon, j'ai ça comme truc, qu'est-ce que t'en penses? Et puis il me dit un truc, ok, je me dis, c'est bon, personne n'a jamais pensé à ça, c'est génial. Moi, je fais la même chose. Il habite à San Francisco, bon, il voyage beaucoup, mais une anecdote avec Eric Otmont, et s'il nous regarde, c'est que je fais la même chose avec lui. Quand j'ai un problème, je l'appelle. Alors, il vient dans mon quartier, mais on fait la réunion dans sa Tesla, dans la rue. Et donc, il ferme tout. Tu vois, on est enfermé dans la Tesla. Parce que je lui dis, on va boire un café. Non. Dans la Tesla, on est complètement dans une bulle. Et là, effectivement, il a un truc absolument incroyable, c'est que t'as pas fini de lui expliquer que lui, il a déjà compris. Ah oui, non, mais c'est un cerveau hyper puissant. Moi, je me rappelle, on faisait des réunions à des vendeurs, on avait une grande table de réunion, et il s'asseyait par terre, on le voyait pas. Je lui disais, mais Eric, on te voit pas là. Ah, mais je suis bien par terre. Ouais. Voilà, bon. C'est un mec complètement atypique, mais c'est un mec d'une intelligence rare. C'est vraiment un homme brillant. Ouais. Pour le coup, oui. T'es revenu dans la tech après? Alors, on était un peu dans la tech. Après, donc, je suis parti chez Asmodee, où je suis devenu directeur général. J'ai pris la boîte parce que c'était un distributeur français, toujours dans les jeux. On vendait les cartes Pokémon, etc. Donc là, on est passé de 25 millions, je l'ai amené à 125 millions de dollars. Ouais. Et donc, ça a été un vrai apprentissage aussi d'un scale rapide. On a ouvert des bureaux dans toute l'Europe. J'ai renégocié des exclusivités sur plein de jeux en Europe, etc. Donc, on est devenu très puissant. Maintenant, Asmodee, ça vaut quelques milliards. Hein, donc, ça a bien monté. C'est énorme. C'est énorme. J'en suis parti. Et j'ai remonté une boîte à ce moment-là avec mon frère dans la tech. C'est une bonne idée, ça, de monter des boîtes avec son frère? Alors, si tu as une gouvernance claire, et ma gouvernance était claire, c'était de dire je mettrai mon frère devant la boîte. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de problème avec mon frère, et si c'est la boîte dont on pâtir, la boîte en pâtira. C'était très clair vis-à-vis des autres. Et il n'y a jamais eu de problème ni avec mon frère, ni avec la boîte d'ailleurs. Hein. Ça s'est bien passé.
Et donc là, on a monté un projet qui était à l'époque sur l'iPhone, où on faisait des plans de maison, ça s'appelait Magic Plan, c'est assez connu, on a eu des dizaines de millions d'utilisateurs. Et on permettait de faire des plans de maison en cliquant avec le téléphone sur les coins d'une pièce. Et on redessinait, il y avait une vraie technologie, on prenait un point en 3D dans l'espace, enfin, c'était assez fort, avec une caméra. C'était utilisé d'ailleurs par le FBI pour les scènes de crime. Pour des scènes de crime. On avait le FBI, on avait les pompiers qui l'utilisaient pour des scènes de feu, on avait des archéologues, des assureurs, on avait pas mal d'utilisations. C'était pas tellement pour la déco. Alors c'était beaucoup pour la construction. La donc construction, les peintres, les artisans. Les artisans, là, il y en avait beaucoup. Ouais. Et donc on a eu pas mal d'utilisateurs, mais j'arrivais pas à faire un scale parce qu'on avait un marché qui était trop fragmenté. C'est un vrai problème dans les startups. Et donc là, on a revendu à notre plus gros client allemand. Je l'ai connu, ton produit. L'interface n'était pas top, hein, quand même. Je pense que vous auriez pu mieux faire sur la partie design. C'est possible, ouais. Je pense que c'était pas fait pour le consumer. On était plus une boîte de tech. On avait vraiment on faisait de la recherche fondamentale sur plein de trucs. Ouais. Et on n'était pas forcément des experts en UX. Ouais. Oui, c'était perfectible. Mais on a fait des tests. On faisait user testing à l'époque, ça existe encore, hein, où tu prends ton application, tu payes 30 € par utilisateur et tu leur donnes un truc à faire. Fais ça. Et après, ils se filment et ils le font et tu regardes. Ouais. C'est humiliant. Oui, c'est humiliant. C'est humiliant. On se dit, putain, il y a un bouton là, t'appuies quoi. Ouais. Et en fait, le bouton, il le voit pas. Non, ouais. Et c'était notre façon à nous de débugger les ambiguïtés de l'interface. Les Américains disent keep it simple, stupid, parce que effectivement, tes utilisateurs, c'est des monkeys, quoi. Mais depuis, on a fait beaucoup de progrès. À l'époque, on commençait à comprendre les règles de l'interface. C'était les premières applications sur mobile. Oui, bien sûr. Et là, maintenant, on commence à avoir une vraie compréhension de ce qu'il faut faire, qu'on n'avait pas à l'époque. Cette boîte, tu l'as vendue? On l'a vendue à notre plus gros client allemand. Ouais. Qui était dans la construction, d'ailleurs. Qui était dans la construction, qui était dans la rénovation, absolument. Ouais. Bien, qui existe toujours, la boîte existe toujours. Et après, T'as fait de l'argent avec ça? Oui, on l'a bien vendu. Ouais. Tu l'as bien vendu? Ouais, on l'a vendu. On l'a vendu bien, on l'a vendu, on a fait de l'argent. Okay. On a fait de l'argent. Et ensuite, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Carlos Diaz, avec une personne qui s'appelait Géraldine Lemer. Et on s'est dit, on va faire un truc pour les fondateurs non américains qui veulent venir sur le territoire américain. Et c'est comme ça qu'on a créé The Refiners. Et The Refiners, donc cet accélérateur... 500 Startups nous appelait Cultural Accelerator. Oui, c'est ça. Exact, ouais. Et je pense que c'était assez juste parce que à l'époque, il y avait deux géants. C'était YC et 500. C'est ça. Il y avait un peu Techstar, mais un peu Techstar, mais qui n'était pas à San Francisco. Techstar, ils étaient à Boulder. Exact. À SF dans la Silicon Valley, c'était vraiment. Mais 500 était au coude à coude à l'époque avec YC jusqu'à ce que Dave McClure aille tremper sa quéquette là où il fallait pas. Il fallait pas et que ça pète. Et 500 a sombré totalement. Et YC a pris vraiment un leadership incroyable. Qu'ils avaient de toute façon. Hein. Ouais. Mais à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, j'aimerais bien que tu me racontes l'anecdote avec Marvin. Parce que je trouve qu'elle est symptomatique de la Silicon Valley. Marvin Liao, qui était le directeur du programme de 500 Startups à San Francisco. Parce qu'ils avaient deux programmes. Ils avaient un programme à Palo Alto et un programme à San Francisco. Mais donc, on monte ce programme et on se dit, mais en fait, on n'y connaît rien. On l'a jamais fait, quoi. Jamais. Et donc, Carlos... Ni toi, ni moi. Ni personne. Et donc, Carlos, qui est juste là, me dit, bon, attends, on va appeler un mec qui connaît. Donc, comme tu as du culot, moi, j'en ai moins que toi. Tu prends le téléphone, tu appelles Marvin et tu lui dis, voilà, écoute, on monte un truc, on aimerait t'en parler. On monte la même chose que toi. Mais c'est concurrent. Ouais. Il dit, ouais, ok, pas de problème, on n'a qu'à prendre une bière. Il raccroche, il me regarde, tu me dis, on va le voir, il est bien, il est d'accord pour nous voir. Je dis, super, on y va. Donc on part, tous les deux. Je crois que Géraldine n'était pas là. Non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là, elle était en voyage, je sais pas où elle était. Et donc, on y va, on s'assoit et on prend une bière dans un café. Et on lui dit, bah écoute, voilà, c'est simple, on fait un truc, on aimerait être aussi bon que toi, mais on l'a jamais fait, on sait pas le faire. Il nous dit, ok, pas de problème, bah, je vais vous expliquer comment il faut faire. On avait 30 minutes. Il nous avait accordé 30 minutes à la base. Et ça a duré beaucoup plus longtemps. Ça a duré 2 heures. Ça a duré 2 heures. Et en fait, à un moment, on lui dit, mais pourquoi tu nous dis tout ça, quoi? Parce qu'il nous disait tout ce qu'il fallait faire. Le modèle économique, tout ce qu'il avait, toutes les conneries qu'il avait fait, le programme, tous les machins. Venant, les boîtes qu'il fallait pas prendre. Venant d'un partenaire de 500 qui était le joyau du truc, quoi. Et il nous dit, c'est vachement simple à comprendre. Vous venez sur mon écosystème. Donc, j'ai 2 options. Soit je vous aide, vous montez en compétence et l'écosystème, donc le mien, monte avec vous. Soit je vous aide pas et vous allez polluer mon écosystème. Voilà la mentalité. Vous allez cracher dans le gâteau, quoi. Exactement. Et donc, du coup, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous intérêt à monter en même temps. Ce qui est totalement anti-français. On ne voit pas ça du tout ici. Hein. Et donc, nous, on a énormément appris avec Marvin, qui est devenu mentor dans le programme de Refiners. Il venait tout le temps. Et c'est resté avec toi. Tu es toujours avec lui. Avec moi, Diaspora. il est partenaire sur Diaspora Ventures. C'est-à-dire que là, on voit aussi la mobilité. Il est sorti de 500 Startups.
et comment ces relations se construisent dans la Silicon Valley de façon ultra spontanée, mais de façon ultra bienveillante, parce qu'il y a le souci de l'écosystème et pas de l'égo-système. Exactement. Si je veux faire un jeu de mots. Et l'importance aussi de préserver les liens, parce que on a besoin de collaborer. Peut-être qu'on collabore pas aujourd'hui, mais on collaborera demain. En fait, il y a ce pay forward. Ce qu'il a fait, c'était un pay forward. Quand moi, Ilan a décidé d'aller faire du foot, parce que c'est un peu ça, quoi. En fait, ça, oui. Ilan Abessara, avec qui j'avais débuté Diaspora Ventures, je me suis naturellement tourné vers Marvin. C'est pas un truc qu'on trouve encore, ça, même si l'écosystème français il a beaucoup évolué, mais moi je pense que c'est quand même un truc très différent. Pourquoi? C'est parce que la taille du gâteau est pas la même? Comment t'expliques ça? Il y a 2 éléments culturels que je vais citer. La première, c'est qu'en fait, aux États-Unis, on considère que le succès de l'autre, on doit s'en réjouir. Parce que on peut avoir le même. Pourquoi? Parce qu'on considère que le gâteau augmente. Donc il y a une forme d'optimisme par rapport à ça. En France, on considère que le gâteau est restreint et que donc si tu réussis, c'est au détriment de ma réussite à moi. Donc ça crée quoi? C'est un jeu à somme nulle alors. Donc ça crée quoi comme comportement? La jalousie. Les Français sont fondamentalement des gens jaloux. Et les Américains sont fondamentalement des gens optimistes. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que je pense qu'ils sont convaincus, et à juste titre, que le savoir se partage. Et qu'on n'est pas intelligent parce qu'on sait un truc que personne ne sait. C'est parce qu'on donne son savoir à quelqu'un qu'on monte en compétence. Et ici, quelqu'un qui sait dit « Ouais, je sais le faire, je vais pas te le dire. Hein, je vais garder ça comme un secret. Tu vas voir un peu, je vais t'en mettre plein la gueule. Ouais. » Alors qu'en fait, non. En fait, c'est parce qu'on partage des idées, parce qu'on partage du savoir, qu'on construit dessus. L'humain est fait comme tel. C'est à partir de connaissances de base qu'on construit d'autres connaissances. Donc, plus on partage de connaissances, plus on monte en compétences. Ça, les Américains, la Silicon Valley en particulier, culturellement, l'a très bien compris. Et ici, on l'a pas encore compris. Ils disent, les Américains, souvent, si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Exactement. Donc, ils sont vraiment dans cette logique de pas essayer d'en mettre plein la vue, mais au contraire de recevoir plus que... Ils donnent et ils reçoivent, mais il y a un échange. Quoi. Le savoir n'est pas le pouvoir. Ouais, le savoir n'est pas le pouvoir. Le savoir n'est pas le pouvoir, loin de là. Mais je pense que c'est super intéressant, tu vois, qu'on revienne là-dessus, parce que je suis sûr que toutes ces choses-là, tu les as jamais dites. Non, parce qu'on m'a jamais demandé, mais moi, je les connais. Alors, tu es réputé aussi pour avoir des opinions très tranchées. T'es quoi? T'es un provocateur? C'est un jeu, ça? Ou c'est une image que tu veux te donner? C'est nouveau ou ça l'a toujours été? Je pense que j'ai un ADN qui est constitué comme tel. C'est-à-dire que je suis pas du tout... je comprends pas les filtres. Et je comprends pas pourquoi les gens mettent des filtres, parce que tout de suite, ça paraît faux et pas authentique. Donc moi, ma culture, c'est de dire, si je pense un truc, j'ai le droit de le dire. Et si t'es pas d'accord avec moi, tu as le droit de me dire que t'es pas d'accord avec moi et que je suis un gros con, il n'y a pas de problème. Free speech, alors? Free speech, complet. Donc moi, je suis pas du tout... je pense que les filtres, c'est ce qui rend le monde politically correct. Je déteste le politically correct. Et je pense que en étant authentique avec les gens, tout en étant... C'est pas pour autant d'être, tu vois, arrogant ou méchant ou c'est pas pour blessant. Faire du mal. C'est juste pour dire, voilà ce que je pense. Voilà, ouais. Au moins, moi, ce que je dis, c'est ce que je pense. Voilà, il n'y a pas d'autre nature, il n'y a pas d'autre filtre. Mais il y a une forme d'honnêteté dans ce que je dis, quoi. Donc oui, les gens disent, waouh, c'est hyper direct, on n'a pas l'habitude. Mais non, mais c'est juste ce que je pense. J'essaye pas d'être direct ou d'être machin. J'essaie d'être utile dans une conversation. On a fait un enregistrement en public de Silicon Carnet où je t'ai demandé de venir. Je savais que ça allait clasher, hein. Avec Alain Damasio, cet auteur de science-fiction génial. Oui, La Horde de Contrevent, je l'ai lu, c'est génial. Vallée du Silicium, c'est super intéressant comme bouquin à lire, etc. Mais il est profondément à gauche et anticapitaliste. Et vous avez clashé, quoi. Parce que je peux pas laisser dire à des gens des trucs qui sont des inepties absolues pour moi. Aujourd'hui, on laisse les gens dire des inepties dans les médias, parce que les médias sont faibles et totalement inintéressants de mon point de vue. À un moment donné, quand quelqu'un dit une énorme connerie, il faut dire « Attends, je suis pas d'accord avec ton énorme connerie. » C'est tout. Donc moi, j'ai pris le micro, j'ai dit « Je suis pas d'accord avec ça, c'est inacceptable. T'as pas le droit de dire ça. »
Après, il peut dire, je suis pas d'accord avec toi, j'ai aucun problème, mais au moins je lève la main, tu vois. Je peux pas accepter qu'on puisse dire les entrepreneurs sont tous des salauds de capitalistes qui veulent gagner du fric sur le dos des gens. Je peux pas l'accepter. Donc j'ai ouvert ma gueule, ouais. Je suis avec. Et boy, ça fait l'objet d'un échange et d'une passe d'armes assez intéressant. Je vous invite à aller regarder cette émission si vous l'avez pas regardée. Mais du coup, par exemple, des fois, je t'ai entendu dire, la cause des agriculteurs, elle est plus importante que la cause du LGBTQ. Oui. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont dit, mais Pierre Gobil, c'est un facho, quoi. Je pense que l'éducation, c'est beaucoup plus important. Je pense que il y a plein de sujets comme la santé, il y a plein de sujets qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus centraux. Les agriculteurs, qui sont des gens qui nous nourrissent et qui ne vivent pas de leurs activités, moi, ça m'interpelle plus que la cause LGBT. Voilà. Pour moi, c'est important que cet aspect des choses soit aussi pris en considération. Et quand on regarde les médias aujourd'hui, ce qui est important, c'est des trucs de détails qui n'ont aucun impact sur la société. C'est pour ça qu'on a une société décadente et qui va mal aujourd'hui. On n'est pas en phase avec les choses qui sont importantes. Donc, si tu fais pas du politiquement correct, tu es automatiquement un fasciste. Si tu as une opinion qui est contrariante, comme on vit dans une forme de maoïsme aujourd'hui, où il y a eu une sorte de révolution culturelle, il faut que tu sois puni, que tu sois banni. Tu as l'impression d'être cancel ? Mais les gens qui disent ça, c'est une infime minorité. La plupart des gens avec qui je discute, ils sont assez d'accord avec des idées d'ailleurs qui ne sont pas de droite ou de gauche, des idées simples. Moi, mon idée à moi, c'est je crois que l'État a un rôle régalien à jouer qui est essentiel. Dans l'éducation, dans la sécurité, dans la santé, il y a un rôle absolument essentiel que l'État a joué. Et je suis partisan que le citoyen paye des impôts, quitte à en payer beaucoup, pour que ce rôle-là soit rempli, pour que la société soit protégée, qu'un individu puisse aller à l'école, puisse être soigné. Ça me paraît, et dans un environnement sécure. Ça me paraît essentiel. Donc de ce point de vue-là, je suis totalement régalien. Mais après, je suis beaucoup plus libéral sur l'économie, par exemple. Ou sur l'immigration aussi. Ou sur l'immigration aussi. Donc pour moi, si tu veux, je me qualifie ni à droite ni à gauche, parce que je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Non, mais t'es un homme de droite, Pierre. Mais tu me disais un truc très intéressant. Tu disais... Je suis pas de gauche, ça c'est sûr. T'es pas de gauche, tu ne prônes pas le principe de l'égalité, n'est pas ton principe premier, tu es plutôt sur un principe de liberté. Moi je suis sur un principe de méritocratie, c'est-à-dire, je vais te le dire différemment, je pense qu'on a tous plus ou moins des privilèges, qu'on peut travailler, quels qu'ils soient. Tu peux naître avec un corps d'athlète où tu peux courir le 100 mètres en 10 secondes, tu peux naître avec un père qui a des connexions que d'autres n'ont pas, on a tous des privilèges. Des atouts. Des atouts. Eh bien, la médiocrité, c'est de ne pas exploiter ces privilèges. Et moi, je pense que l'être humain doit dire, OK, j'ai cet avantage par rapport aux autres, je vais l'exploiter, je vais en faire quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Et quand tu n'as pas de privilège, il faut essayer d'aider les gens à en trouver. C'est le rôle de l'école. Quid des gens ouais, mais moi, par exemple, j'avais aucun privilège. J'ai vécu en HLM au fin fond de ma campagne à Limoges jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suis arrivé pour la première fois à Paris à 19 ans sans savoir prendre le métro. J'avais pas de parents qui étaient connectés, j'ai pas fait une grande école, j'étais un littéraire, etc. Je considère pas que l'école m'ait aidé enfin, si, elle m'a apporté une connaissance, une culture, et je lui suis respectueuse de ça, mais le système, lui, ne m'a pas apporté ces privilèges-là. J'ai dû travailler juste 2 fois plus que les autres, parce que... Ouais, moi, je viens du même... Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui partent avec un énorme handicap ? Eh bien, je pense qu'il y a deux facteurs qui sont des facteurs qui créent une société solide, c'est la famille et l'école. C'est les 2 choses les plus importantes. Eh ben, il faut faire en sorte que la famille prenne son rôle là-dedans, avec de l'éthique, avec des valeurs, avec tu vois, des choses importantes. Et puis que l'école joue son rôle aussi. Et si tu fais ça, c'est pas une question d'argent. Tu vois, si tu vas dans une école qui te fait grandir, après, c'est une question de... c'est pas le cas aujourd'hui. L'école, elle est... L'école, elle est has-been, parce que l'école, elle a jamais voulu être réformée depuis 50 ans, oui. Elle est has-been, ouais. Moi, il y a plein de gens qui me reprochent de, justement, parler de sujets de société qui, bien évidemment, touchent la politique. Et on me dit, mais les entrepreneurs, c'est pas leur boulot d'avoir un discours politique. Moi, je crois pas du tout à ça. Je pense que justement, on fait partie de la société. Les politiques, eux, se gênent pas pour
mettent leur nez dans nos affaires et dans la tech en particulier. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas des opinions là-dessus. Et je pense qu'au contraire, l'entrepreneur, il doit participer justement au débat public et parce qu'en plus, il peut apporter des idées originales, plus pragmatiques. Sur l'éducation, par exemple, on prenait une camomille ensemble hier. Et tu me disais un truc super intéressant. Tu me disais, moi, si j'étais, c'est rien, Premier ministre ou peu importe, la première chose que je ferais, c'est que je doublerais le salaire des profs immédiatement. Oui, c'est-à-dire que je considère que l'éducation, c'est un des seuls saluts qu'on ait pour avoir une société apaisée et qui fonctionne. Il faut monter les gens en compétences. Et c'est l'école qui fait ça. L'école n'a pas bougé parce que c'est un mammouth qui ne bouge pas, parce que c'est un mammouth réactionnaire. Et moi, ce que je ferais, c'est j'essaierais d'attirer des talents dans l'école. Donc, qu'est-ce que je ferais? D'abord, je dégraisse le mammouth. Mais véritablement. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui qu'il y a une majorité de gens qui ne servent à rien. Des gens profondément inutiles. D'ailleurs, ils se reconnaissent pendant le Covid, on ne les a jamais appelés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des gens qui sont profondément utiles au système, notamment les profs. Et motivés. Et, exactement, et essentiels pour le système. Donc moi, je dirais, on dégraisse peut-être 30... Comment tu fais le tri entre les deux? Je sais pas, je suis pas ministre, donc, mais il y a des moments, tu vois, c'est comme un entrepreneur. Tu regardes, tu dis, OK, comment ça marche? Il y en a 5 qui font ça, on va en mettre 1, ça fera pareil. Tu vois, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Je pense qu'il y a plein d'endroits où tu peux le faire, mais bon, ils ont tellement de barrières mentales, ces gens-là, qu'ils le regardent même plus. C'est ce que fait en ce moment, enfin, c'est ce qu'essaye de proposer Musk. On verra ce qu'il fait. En tout cas, moi, je pense que sur l'éducation nationale, qui est quand même le 3e employeur mondial aujourd'hui, derrière l'armée chinoise et l'armée américaine, il y a des trucs à faire, vu le niveau de catastrophe. Dans l'ordre, c'est l'armée chinoise, l'armée américaine et l'éducation nationale française. C'est un monstre, et c'est un monstre qui ne marche pas. Ça s'effondre tous les ans. Ouais. Donc, si tu veux, il y a un truc qui ne va pas. Donc, tu gères ça, tu prends le pognon qu'on économise avec ça. Donc, tu rationalises. Je rationalise l'argent qu'on économise. Donc là, tu es d'accord que tu fous la France dans la rue. Ah, mais moi, je m'en fous, moi. D'accord. À un moment, il faut y aller. Sinon, c'est important, l'éducation. Tu rationalises et je dis, voilà, je double le salaire des profs. Et je leur dis... Mais tu changes le contrat? Je change le contrat. Je leur dis, maintenant, vous avez une obligation de résultat. C'est-à-dire que je veux que vous montiez le niveau des gens qui sont avec vous. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez perdre votre job. Ouais. Voilà. Et je monte le salaire autant que je peux. Là, je vais faire 2 fois, puis plus. Ce que j'aimerais attirer, c'est des gens brillants qui deviennent profs et qui font que nos gamins sont brillants. Et je pense que c'est un métier hyper noble. Hyper difficile. Moi, j'ai enseigné pendant 2 ans. Probablement très difficile. Et on dit, ils bossent pas beaucoup d'heures, mais on ne se rend pas compte du travail de préparation. Quand on veut bien faire son travail en tant que prof, ça demande... C'est comme une émission de Silicon Carnet. L'enregistrement, c'est la récré. Après, il faut réformer la façon dont on apprend aujourd'hui. On a quand même des moyens techniques aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. Il faut quand même exploiter la vidéo, les iPads. Les gens n'apprennent pas de la même manière. Moi, je comprends pas un truc qui est complètement dingue pour moi. Moi, j'adore le côté... je fais de la musique, donc je me pose toujours la question de me dire comment je peux devenir meilleur, comment je peux apprendre. Si j'étais patron de l'éducation nationale, la première personne que j'irais voir, c'est un neurologue. Et je lui dirais, OK, explique-moi comment le cerveau apprend. Parce qu'à la base de l'éducation, c'est qu'on veut monter en compétence des gens. La question qu'on doit se poser, c'est comment ils apprennent, plutôt de quoi leur apprendre. Et donc, il y a des choses là-dessus. On apprend en faisant des trucs segmentés par petites parties. Il y a des choses qu'il faut faire lentement. Il y a plein de théories sur comment la myéline se crée dans le cerveau. Lisez The Talent Code, qui est un bouquin génial sur l'histoire, qui raconte pourquoi les footballeurs brésiliens sont meilleurs que nous, etc. C'est génial. Comment est-ce qu'un grand musicien devient un grand musicien? C'est pas une question de talent. C'est une question de cerveau. Et de travail. Et donc, moi, j'apprendrai ça avec un neurologue et après, j'appliquerai ces théories-là à l'école. C'est-à-dire que j'aurai une méthode d'apprentissage qui viendrait de comment le cerveau apprend. Et pas de te dire, je vais te faire lire le Grand Moln en 5e et on va passer 10 heures à lire le Grand Moln. Et on va suivre le programme à ça la fait lettre. chier tout le monde. C'est nul. On a des théories d'apprentissage qui datent de l'après-guerre. À un moment, il faut devenir moderne. On a quand même des outils hyper modernes que les gamins sont capables de s'approprier et de faire des trucs avec, quoi. Sur l'intelligence artificielle notamment, il y a une grosse réticence du système éducatif français. Ils sont réticents à tout. Ouais, mais à part le papier. Non, mais ils considèrent qu'en fait, ils ont un concurrent. Et c'est pas faux parce que, par exemple, ma fille, elle préparait un examen. Elle utilise ChatGPT pas pour faire son devoir.
Et elle me dit, moi, je l'utilise et je lui dis, bah voilà, j'ai un examen sur tel sujet la semaine prochaine. Fais-moi un programme et pose-moi des questions jusqu'à l'examen. Le truc est super smart. Bien sûr. Lui pose des questions, elle répond, et comme il y a une mémoire, le truc est capable de lui répondre en lui disant, tu vois, ça, tu l'as oublié parce que tu m'as répondu correctement la dernière fois, etc., etc. Donc, c'est un vrai tuteur, en fait, quoi. Mais tu as deux façons de regarder ça. Tu dis, non, c'est pas pour moi, c'est pas bon pour l'homme, toutes ces théories, machin. Ou tu dis, bon, bah, ok, c'est un truc extraordinaire, ça arrive, comment je m'adapte? Ouais. Le fait que les gens décident d'ignorer ça fait qu'on aura une casse sociale considérable, parce qu'un jour, évidemment, c'est ça qui va gagner, et c'est pas l'homme. Et on vit un monde de l'histoire où la technologie va plus vite que notre capacité d'absorption. Ouais. Et moi, je remettrai l'église au milieu du village en disant, si tu es prof, ton job, c'est de monter les gens en compétences. Si tu le fais avec de l'AI, ça me va très bien. Ouais. J'ai aucun problème. Ouais. Mais monte les gens en compétences. L'important, c'est le résultat. Voilà, l'important, c'est le résultat. Et donc ça, c'est une approche très entrepreneuriale, basée sur des résultats concrets, mesurables. Ouais, des gamins qui montent en compétences où on a des... ils sont meilleurs en mathématiques, ils sont meilleurs en écriture, ils sont meilleurs en plein de choses. Et peut-être qu'il y a des nouvelles matières à inventer. Tu vois, le fait que... je crois que c'est l'OMS qui dit que 60% des jobs de dans 15 ans, on ne les connaît pas. Okay, ça devrait interpeller les gens qui forment nos gamins en disant à quoi on les forme. Ok, on va faire des avocats encore. Non. Ça sert à rien de faire des avocats. L'AI va remplacer tous les avocats. Ça sert à rien. Donc, on devrait se poser la question de quels sont les jobs de demain qu'on pourrait imaginer. Mais surtout, pour moi, l'école, c'est apprendre à apprendre. Et donc, c'est comment on met les gens en situation d'apprendre à apprendre. Parce qu'on aura tellement de rebondissements éducatifs que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, l'école doit totalement se réformer pour aider les gamins à apprendre et à apprendre des choses qui sont adaptées au monde dans lequel ils vont aller. Ça sert à rien de faire une fac d'histoire, une fac de géographie, désolé pour ceux qui le font, parce qu'il n'y a pas d'option à part devenir prof d'histoire et de géo. C'est quand même un peu con. Ouais. Voilà. Revenons à la tech. Ouais. Tu dis souvent qu'en France, on ne sait pas créer de start-up. C'est très provoque, d'ailleurs, parce qu'il y en a plein, des start-up. Depuis 10 ans, on n'a fait que ça, créer des start-up. On a été... une Startup Nation, on a fabriqué de la startup comme ton boucher qui avait sa photocopieuse dans sa boutique faisait des saucisses. Ouais, alors là-dessus, première chose, une startup, c'est... On a photocopié de la startup. Une startup, ça a une définition précise. Ok. D'accord ? C'est quelque chose qui d'abord a de l'ambition. L'ambition, elle est technologique, elle est marché, elle est humaine, innovante. Ce que tu veux, innovante. Et qui a une ambition aussi de conquête. D'accord ? Quand on regarde les startups qui ont fonctionné dans notre pays. En France ? En France. Et je vais me faire plein d'ennemis, mais je vous le dis quand même. Ce sont des entreprises qui ont profité des défaillances volontaires de l'État. Absolument. Par exemple, Doctolib. Ne me dites pas que Doctolib ne devrait pas être un truc de l'État. C'est un truc de la Sécu, on devrait avoir un machin où l'État nous permet de choisir un médecin, c'est connecté à la Sécu, tout ça, ça marche facilement. Ça ne devrait pas être une start-up. Ça devrait être un service de l'État. Service public. Service public. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc en fait, ces grandes boîtes... Tu veux dire par là qu'il n'y a pas d'innovation dans ces projets-là, il y a simplement une optimisation d'un système défaillant? On a constaté que l'État n'était pas bon là-dedans. Donc l'État a laissé faire et la start-up est devenue énorme. Donc la French Tech et la BPI, c'est quoi? C'est de la sous-traitance digitale de sa mission. Les grandes startups ne sont pas devenues des grandes startups qu'on peut exporter. Non. Parce qu'elles compensent des déficits de l'État français. D'accord? Donc c'est pas des gens qui ont fondamentalement innové. Non. Et qui ont fait des trucs qu'on a pu faire un Google, qu'on a pu faire un Apple, qu'on a pu faire tous ces gens-là. Donc on a ce problème-là. J'attends de voir une start-up française. Alors il y en a peut-être dans la biotech, évidemment. Il y en a, je suis pas non plus débile. Il y en a dans le quantum computing. Oui, mais tu vois, on a du mal à les nommer. Mais dans les grandes, on a beaucoup de mal à les nommer parce que on sait pas faire de start-up. Et c'est pas un problème européen, c'est un problème français. Parce que moi, je peux t'en nommer en Europe. Des licornes allemandes, il y en a des bonnes. Des licornes suédoises, Spotify a complètement Skype, révolutionné le streaming. Skype a révolutionné la communication. DeepMind, dans l'intelligence artificielle, rachetée par Google, a été une des premières sociétés à vraiment creuser ce sillon de l'intelligence artificielle. Revolut, dans la banque,
c'est encore une start-up anglaise. Donc, c'est pas un problème européen. On a un véritable problème, là je te rejoins, qui est purement français. Et nos start-up, elles sont effectivement des start-up d'État. Mais peut-être parce qu'elles traînent trop aussi avec... elles bouffent des petits fours sous les dorures de la République. Donc, quelque part, elles récupèrent des contrats publics aussi. Parce qu'on a hérité de l'après-guerre de la notion de l'État stratège, Ouais. qui est en fait un truc qui est en train de détruire le pays aujourd'hui. Explique ça. Ça consiste à dire qu'aujourd'hui, l'État doit se mêler de tout. Ouais. Et que c'est l'État qui est stratège. Alors, l'après-guerre, oui, il fallait reconstruire le pays, évidemment. Il fallait... Rungis est un truc qui a été créé par l'État, d'accord, pour distribuer la nourriture aux gens. Donc, on a créé ce truc. Ça existe encore. Alors, ça marche, super. Mais c'est un relent d'un truc comme ça. Le fait que l'État ait des actions de Renault n'a aucun sens. Aucun sens. Ils sont incapables de gérer l'industrie automobile. Ils sont totalement incompétents. Ils sont déjà totalement incompétents pour gérer un budget. Donc, c'est même pas la peine de les mettre dans une entreprise. Ils comprennent pas ce que c'est qu'un bilan. Donc, aujourd'hui, l'État se mêle de tout. La French Tech est une horreur de ce point de vue-là. Et donc, c'est un vrai problème. Pourquoi tu dis que c'est... Enfin, je le dis aussi, mais pourquoi tu penses que c'est... J'en suis un peu à l'origine, puisque c'est découle des pigeons qui a donné lieu aux assises de l'entrepreneuriat, d'où est née France Digital, et la French Tech en a suivi, etc. etc. Pour toi quand tu dis c'est un poison, c'est costaud comme terme. Parce que c'est politique. C'est-à-dire que les gens l'ont fait. Aujourd'hui, quand on regarde les baronnies de la French Tech, c'est devenu une passoire à pognon. On ne sait même plus à quoi il sert. Tu as des régions avec des barons dans les régions qui distribuent des subventions à d'autres gens qui distribuent des subventions. Et toutes les subventions de la BPI, je serais curieux de savoir combien de cet argent paie ce système-là sans payer la start-up. Combien du 100 qu'on investit arrive à la start-up. Je pense qu'il y en a plein qui passent par des régions, des subventions, des associations, des machins. C'est un machin complètement obscur. Laissez faire le marché. Moi, je préfère que French Founder deviennent la French Tech, parce que French Founder, eux, ils essaient de bosser dans l'intérêt de l'entreprise et des startups, en mettant en contact des entrepreneurs, en trouvant des clients. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Mais ils en ont rien à foutre de la politique French Founder. On les voit pas à l'Élysée. C'est ça qu'il faut. C'est pas, salut Géraldine, c'est pas la French Tech. La French Tech, c'est politique. D'ailleurs, on regarde, à chaque fois qu'il y a la French Tech, il y a un idiot qui est à l'Élysée, je suis avec Macron. Il y a un autre idiot qui est un politicien qui se monte parce que ça sert à faire des photos. Ça sert à faire des photos. C'est insupportable et ça coûte trop d'argent. Maintenant, la BPI a un rôle à jouer fondamental. C'est-à-dire que l'argent du citoyen pour développer la nouvelle économie, c'est fondamental, mais pas comme ça. C'est-à-dire que la BPI devrait dire, j'investis dans des fonds de fonds. Je vais voir des VC dont c'est le métier. Ils le font, bien sûr, mais pas que. J'investis dans des VC dont c'est le métier et je leur fais confiance parce que c'est leur métier. Et ça a du sens. Mais après, il y a des décisions à prendre. Je t'en prends une qui, moi, m'exaspère. Mistral. Voilà 3 gamins qui démontrent un truc démentiel. Ça m'a surpris. Ils sortent pas de n'importe où. C'est génial. C'est des jeunes qui sortent des plus belles boîtes de la Silicon Valley. Génial. Ils font un truc génial. Et ils ont un produit qui est presque similaire à OpenAI avec 2 cure-dents. Incroyable. Les 3 élastiques. Quand on comprend le problème de souveraineté que pose l'AI, moi je suis président de la République. Attends, tu es président de la République ? Je suis président de la République. C'est en ce moment-là, je le suis. J'appelle tous mes copains, les patrons de l'Allemagne, de machin, etc. Je dis, bon, écoutez, on a un problème de souveraineté qui est fondamental. C'est un problème de survie. On a une technologie ici qui est potentiellement concurrente à une technologie américaine ou chinoise. Il faut la financer. Oui, sauf que eux aussi, en Allemagne, ils ont Aleph qui fait la même chose. Pareil, c'est le problème de l'Europe. On s'associe en Europe et on met 10 milliards sur le truc. On s'emmerde pas. On met 10 patates, on y va. Et on dit à Mistral, vas-y, développe-nous une AI européenne qui nous permet d'être indépendants des Américains. Maintenant, on va être totalement dépendant des Américains. Quand ils ont levé 100 millions, j'ai entendu tout le monde crier c'est n'importe quoi, une boîte en site qui n'a pas encore sorti de produit, lève 100 millions. Mais ces gens n'ont rien compris. On fait n'importe quoi. Ces gens n'ont rien compris. Alors qu'il leur fallait 10 milliards. Bah évidemment, le computing power, ça coûte une blinde. On n'a pas de data center en Europe capable de faire ça. Enfin, tu le sais aussi bien que moi. L'incompétence politique est abyssale. Qu'est-ce qui va se passer avec cet écosystème Là, le monde change. Le monde est en train de changer de manière drastique et de manière rapide. Et donc, qu'est-ce que... De tout cet héritage de la French Tech, de toutes ces startups qu'on a créées, de tout cet environnement, est-ce que tu penses qu'il va résister à ce nouveau monde ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir une révolution on va
une révolution au sens, une métamorphose de cet écosystème. Comment tu penses qu'il va évoluer là? Est-ce que les gens vont se barrer à San Francisco? Il y en a beaucoup en ce moment. C'est une vraie question. Je te posais la question quand on prenait la camomille. Ouais. Je te disais, si tu devais monter une boîte, tu ferais quoi? Ouais. Et tu m'as dit, je ne sais pas. J'en sais rien. Et moi non plus. Et c'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde le marché, peut-être à tort, hein, mais je me dis, avant, on avait des technologies à disposition, il y avait des trous dans la raquette dans le marché, on se dit, tiens, on peut résoudre ce problème et créer un truc qui est économiquement viable et qui pourrait devenir ambitieux. Ouais. Et ça a été notre mantra pendant très longtemps. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'AI a une exponentialité incroyable, que donc on n'est pas capable de se dire, je vais faire ça... Sans savoir si je vais pas me faire ratatiner. Sans se dire, peut-être que dans 3 mois, ça sert à rien d'avoir fait. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont fait des trucs qui le jettent. Parce que l'AI les a rattrapés en 2 mois. Ouais. Ce qui est tout nouveau. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un attentisme extraordinaire qui est de dire, est-ce que j'attends de voir où l'AI nous amène pour savoir ce que je fais? Donc quand tu es VC, je ne sais même pas dans quoi tu investis, honnêtement, aucune idée. Bah dans l'AI. Ouais, enfin l'AI, mais laquelle, tu vois, ça, quoi, que les plateformes. Ouais, parce que tout le reste, ils se disent, effectivement... Je vais investir dans le rouleau compresseur parce que le reste va se faire compresser. Ouais, tu vas faire une boîte, tu es sûr de te faire niquer à un moment donné, quoi, c'est sûr. Donc là, c'est un énorme problème. Et l'autre problème que j'ai avec ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu crées une entreprise, tu essaies d'avoir des barrières à l'entrée. Ouais. Tu vois, des choses où tu te dis, ben, mes concurrents ne pourront pas me copier, comme ça je me protège et je peux grandir avec. Ouais. C'est la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, tu es dépendant des plateformes. Les plateformes, c'est OpenAI, c'est tous ces trucs-là. Si eux te coupent l'accès, ta boîte, elle vaut 0. Et toute la valeur de ta boîte, elle dépend d'eux. On ne crée plus d'IP, on ne crée plus de barrière à l'entrée. Ce qui fait que j'en arrive à la conclusion suivante, c'est que très rapidement, on va créer ce que j'appelle des boîtes éphémères. C'est-à-dire que tu vas dire, il y a une problématique, il y a une technologie, en 3 mois, je peux résoudre cette problématique, je le développe, je le vends, et dès que ça commence à marcher, il faut que je réfléchisse au next step, parce que le produit, il va être dépassé. Il n'y a pas de loyauté client. Et donc, en fait, on va résoudre des trucs. Et quand il y a un truc qui va apparaître qui résoudra mieux, bah, on changera. Et donc, on aura incapacité à créer des grandes boîtes. Parce que si le truc devient intéressant, les gros vont dire, bah, Apple, je crois qu'ils ont 200 milliards de dollars en banque. Hein, donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils vont dire, bah, je te rachète. T'es pas d'accord? Je le fais. Open, je vais te couper la connexion à l'API. C'est fini. Donc, le truc, c'est qu'on pourra, même si on est très bon, on ne pourra pas devenir gros. C'est super intéressant comme réflexion parce que quand tu l'expliques là, ça me fait penser, immédiatement j'ai pensé à des artistes avec un album, tu vois, qui font un album, il y a un hit dedans, ça marche, et parce que ça marche, ils réfléchissent déjà au 2e album, et on sait très bien que le 2e album il est très compliqué à faire, parce que les gens ont adoré ton premier album, et ils t'attendent sur un truc, il faut que tu refasses quelque chose, c'est très difficile de faire quelque chose à la même hauteur. La question, c'est de savoir est-ce que tu vas faire un 3e ou un 4e album, et il va falloir peut-être changer de style, il va falloir embarquer avec toi cette communauté que tu as créée au premier album, tu vas en perdre quelques-uns dans le 2e, mais tu vas les faire évoluer aussi avec toi, et donc peut-être qu'on va être dans ce modèle-là, et ça me fait penser aussi, tu vois, à des boîtes comme Exa, qui sont finalement des labels, qui, si je continue mon analogie avec la musique, qui lancent des produits SaaS, comme on lancerait des artistes sous un label, Exa en l'occurrence, mais ça pourrait être Ted Banger dans la musique. Donc on arrive dans une économie de hit. Oui, carrément. Et je pense qu'en plus, on a une économie d'éphémère. C'est-à-dire que je pense que les entreprises, il doit exister des boîtes qui se sont créées, qui n'ont jamais sorti le produit et qui ont arrêté parce qu'elles ont été dépassées avant de le sortir. Ouais. Tu vois, on en est là aujourd'hui. Plein. Et donc ça, c'est fou, quoi. Moi, je pense que VC aujourd'hui est un métier horrible. Tu dis c'est mission impossible. D'ailleurs, Jean de la Roche-Brochard... Je sais pas dans quoi investir, moi. Je ne saurais pas dans quoi investir. Ouais. Franchement, je me dirais, mais waouh, est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Est-ce que dans 6 mois, c'est pas mort, ce truc-là? C'est une super idée, j'adore les mecs et tout, c'est top. Mais bon. Donc, si tu veux, je pense qu'on a en France un discours humaniste de l'AI. C'est un raz-de-marée monstrueux qui, moi, je l'utilise quotidiennement. Je suis scotché parce qu'on est capable de faire plein de choses. Moi, je réécris tous mes mails. Moi, je réécris tout. Tout ce que, quand j'écris, j'écris ça. Je l'utilise pour réfléchir. Quand j'ai un truc sur lequel je veux réfléchir, je pose une question
Et ça me donne des points de réflexion où je commence à creuser, commence à formuler une hypothèse. Comme je suis matriciel, moi, il faut que je crée ma matrice. Et l'AI m'aide à créer cette matrice. Donc, je m'en sers comme ça. Je m'en sers pour traduire. Je m'en sers pour résumer des choses. Tu as des choses complexes ou simplement un petit résumé, c'est utile. Donc, l'AI a, de mon point de vue, mais ça, c'est que le début de l'iceberg. Hein. Tu prends l'AI dans la médecine, c'est une révolution. L'AI dans plein de trucs, c'est une révolution. Donc, pour moi, si tu veux, c'est tellement fondamental. Il y a des métiers qui vont totalement disparaître. Par exemple. Totalement disparaître. Le marketing, ça n'existe plus. Le traducteur, ça n'existe plus. Copywriter. Exactement. Tous ces métiers-là, il y a des métiers qui sont quand même des métiers qui nécessitent, où il y a beaucoup de gens qui y travaillent. En fait, les métiers qui sont un peu safe, c'est les plombiers, les maçons, les gens qui ont des mains et qui font des trucs avec. Hein. Là, tu es un peu safe parce que l'AI ne va pas le faire pour l'instant. Ou tout ce qui est à base de éthique, le droit aussi, parce qu'il va falloir sans doute que... Le droit, je pense que l'AI peut tout faire. C'est-à-dire que tu vas lire... Non, mais écrire le contrat, d'accord, mais il faut quand même réfléchir à ce qu'on prompt. Hein. Je pense que l'AI va être capable de raisonner mieux qu'un avocat. Ouais. Ah, mais carrément. Ils vont comprendre tout ce qui a été jugé, tous les textes de loi, tout. Et ils vont te dire, mais par rapport aux problèmes qui t'occupent, voilà comment il faut raisonner et voilà ce qu'il faut faire. Mm-hmm. Mais il faudra toujours des gens pour prendre des décisions. Il faudra un avocat pour parler, quoi. Ouais. Pour dire, je vais te dire ce qu'a dit l'AI, quoi. Mais c'est ça. C'est pas nous qui allons monter les entreprises de demain. Hein. Nous, on est déjà des vieux machins. Des gorilles cendrés. Des gorilles cendrés, c'est ça, des silverback. C'est cette nouvelle génération, cette Gen Z, que je sais que... tu sais que le short où tu défonces la Gen Z, hein, tu es un peu importé dans un Silicon Carnet où tu expliques que c'est que des feignasses, quoi, en fait. Ouais. C'est, je crois, le short qui a fait le plus de vues sur Silicon Carnet. Ouais. Donc, comme quoi... La vérité sur de la bouche des enfants. Ouais. Mais tu évoques souvent, en fait, cette Gen Z. Tu dis que c'est une génération... alors, je suis pas d'accord avec toi, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ça va te donner l'occasion, parce qu'un short, c'est 30 secondes. Donc là, on peut en parler un peu plus. Tu dis que c'est une génération qui refuse un peu la complexité et surtout la précarité nécessaire pour monter une entreprise. Quand tu disais, moi je suis parti aux États-Unis, on avait 10 000 francs. C'est vrai que souvent on entend des jeunes qui certes ont fait des super études et qui arrivent dans le monde de la tech, dire non mais pour monter ma boîte, il faut que je lève de l'argent. Sinon, tant que j'ai pas la subvention de la BPI, je me lance pas, quoi. Donc, parce qu'on est dans la rétribution instantanée. Il faut que tout ce qui soit fait soit instantanément gratifiant. Et si ça l'est pas, on a une résilience qui est plus faible. Et c'est la culture du like. Hein. C'est la culture du like. Mais je vais te prendre une analogie qui n'est pas celle de l'entrepreneur, qui est celle du musicien. Est-ce que tu peux devenir un bon guitariste en 3 mois? Impossible. Impossible. Bon. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler, parce que ça nécessite un apprentissage assez long. Eh bien, une entreprise, c'est un peu la même chose. C'est comme si tu veux jouer de la guitare. C'est empirique, quoi. C'est empirique, c'est un truc qui prend du temps, c'est un truc qui est compliqué, qui nécessite beaucoup de sueur. Alors, les gens n'aiment pas qu'on parle de ça comme ça. Mais en fait, les gens qui réussissent, même les gamins aujourd'hui, hein, c'est des bosseurs. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Personne n'a réussi. Il n'y a pas de magie. Personne n'a réussi par miracle ou par... Non. Et la chance, tu la provoques. Tu peux avoir de la chance, il en faut. Mais tu la provoques. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qu'on voit... souvent installés à Dubaï d'ailleurs, qui, au contraire, disent aux jeunes, c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec Fred Montagnon, avec qui j'ai enregistré un off the record aussi, et c'était un sujet qu'il avait vraiment à cœur d'évoquer. Il disait, moi, mais je ne sais plus quoi dire à mes gamins, parce que mes gamins, ils pensent que maintenant, être entrepreneur, c'est balancer des formations et qui vont vendre 500 000 $ en l'espace de 15 jours, avec ce côté éphémère aussi que tu disais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est les entrepreneurs, ça? Non, je pense que les gens, ils veulent écouter de la magie et que la magie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça peut, mais c'est un coup de bol. Ça ne marche pas. Je pense qu'entreprendre est un acte complexe, c'est un acte volontaire, c'est un acte déterminé, c'est un choix de vie. J'ai toujours dit que c'était difficile. Et que donc, voilà, y a pas on ne réussit pas par hasard.
Les gens qui ont réussi, c'est pas par hasard, ils l'ont mérité. Hein. On a un système en France qui permet aux gens de garder ses droits au chômage, notamment, pour monter sa boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que le chômage, c'est le plus grand vici de France. Ouais. De manière incontestable. Ils prennent pas de part. Hein. Ils prennent pas de part, non, c'est complètement con. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Mais en fait, techniquement, on te répondra que c'est une assurance chômage, qu'en fait, tu as déjà cotisé et que l'argent qu'on te donne, c'est celui auquel tu as cotisé. C'est pour ça que je pense que monter une boîte en France, c'est quand même assez facile parce que tu as le chômage. Pendant 2 ans. Tu as la BPI qui te donne des sous, même si tu le veux pas. Donc, tu as vraiment beaucoup de situations où tu peux te donner 2 ans pour faire quelque chose. Ouais. Aux États-Unis, que tu connais aussi bien que moi, c'est pas possible. C'est beaucoup rien. plus violent. 0. Et donc, en fait, tu te retrouves. T'as ta carte de crédit. Donc, tu te retrouves dans un contexte confortable. Finalement, tu as de l'argent, tu es payé par l'État, tu as une subvention, et tu montes une start-up. Moi, je préfère le cafard qui se dit putain, dans 3 mois, je suis mort. Parce que c'est dans la contrainte que tu prends les bonnes décisions. S'il n'y a pas de contrainte, qu'est-ce qui se passe pour tous ces chômeurs? Au bout de 2 ans, ils disent ah, mon Dieu, là, ça, je vais plus avoir de chômage, il faut que je fasse quelque chose. Mais il fallait le faire avant. Tu vois, et le fait qu'il y ait une contrainte, ça t'impose de prendre des décisions radicales très tôt qui peuvent changer la nature de ta boîte. Ce qu'on appelle le... Imminent death experience. Exactement. Et ça, c'est hyper important dans les startups. C'est quand tu es prêt à mourir que tu prends les bonnes décisions. Mais c'est pour ça que les corporates n'innovent pas. Ils ont trop de pognon pour mourir. Et s'ils étaient Too big to fail. Too big to fail. Si dans une situation de near death experience, ils innoveraient. Donc l'innovation vient de la contrainte. Donc si tu enlèves les contraintes, tu enlèves l'innovation. Tu fais des mous. Donc on a fabriqué une sorte d'armée de labrador. Des morts vivants. Ouais. Beaucoup de startups sont des morts vivantes, c'est-à-dire qu'elles existent, on ne sait pas pourquoi, et elles n'ont pas de clients, elles n'en auront jamais, il faut qu'elles arrêtent, quoi. Tu vois. Okay. Ce qu'ont compris les Américains. Hein. Les Américains, ils détestent les morts vivants. C'est que quand ça commence à ne pas aller, on te fait mourir vite. Ouais. En disant, c'est pas la peine, t'as pas ce qu'il faut comme data, ça marchera pas, fais autre chose. On arrête. Quitte à rembourser les VC, à faire autre chose. Tu avais dit un jour, je trouvais ça très juste pour moi aussi vivre dans la Silicon Valley, une des magies de la Silicon Valley, c'est sa capacité à recycler les morts. Oui, parce que c'est expérientiel ce qu'on vit. Et donc, les gens qui ont vécu un échec, ils ont appris plein de trucs. Parce que c'est dans l'échec qu'on apprend. C'est ce qu'il y a de plus violent. Donc, tu es face à ta réalité et tu es dans l'analytique le plus total pour pas mourir. Quoi. Tu te dis qu'est-ce que j'active chez moi pour pas mourir. Donc, tu apprends plein de trucs à une vitesse incroyable. Donc, ces gens qui sont morts, les recyclages des morts, c'est tu leur tends la main, tu dis, toi, tu as appris plein de trucs, viens chez moi. Ça se fait. Et ça, c'est hyper précieux, quoi. Ouais. Et moi, j'adore les gens qui sont plantés et qui ont encore la niaque et qui veulent aller bosser pour une boîte parce qu'eux, ils ont appris plein de trucs. Et en France, quand t'es planté, t'es une merde. Non, t'as appris plein de trucs. T'es un mec génial, t'es une nana géniale, t'as fait plein de trucs. Moi, c'est des gens qui ont une énorme valeur. Donc, plantez-vous. Vous allez vous planter, c'est la vie. Ouais. Mais ne soyez pas triste de vous être planté. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Exactement, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Alors, on va finir avec un petit jeu. J'aime bien faire ça, des questions flash. Hein. La règle, elle est simple. Hein, c'est la première réponse qui te vient à l'esprit et tu confirmes que tu ne sais pas les questions. Tu ne connais pas les questions là. Non, je ne connais pas les questions. Non. Ok. Il y a des questions que j'ai l'habitude de poser. Celle-là, par exemple, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné. D'être un pessimiste actif. C'est mon père qui me l'a donné. Pessimiste actif. Ouais. Ok. Ça m'a beaucoup servi. Donc tu te considères comme un pessimiste, c'est marrant. Comme un pessimiste actif, c'est-à-dire que qui n'a pas renoncé. Ouais, bien sûr, j'ai pas renoncé et je suis pas un optimiste naïf. C'est peut-être ça le pessimisme actif. Je suis un optimiste d'une certaine manière, mais qui regarde tous les obstacles possibles devant moi pour ne pas me les prendre. Ouais. Donc le pessimisme actif, pour moi, ça a été un bon conseil. C'est une forme de paranoïa, hein, quelque part. Ouais, ça me va. Ouais. Bon, t'entends plein de pitch, parce que avec 34 éléments, tu accompagnes plein de startups. Hein, et puis, avec ton bouquin qui vient de sortir, je pense que tu vas en avoir encore plus. Il marche très bien, d'ailleurs, le bouquin. Hein. Écoute, ouais, ça démarre bien. Alors, moi, je l'ai acheté. C'est bien. Avec de l'argent. Ouais. Tu me l'as pas offert. D'ailleurs, je l'ai amené, il faudra que tu me le dédicaces. Ouais. J'ai été le premier à faire une review sur Amazon. C'est vrai. Et tout de suite après que j'ai fait une review, le truc est devenu best-seller. De la journée. C'est journée. Hein. C'est normal. Hein. C'est absolument normal. Amazon m'a appelé, il m'a dit c'est vrai qu'il l'a lu. J'ai dit bah ouais. Le pire pitch que tu aies entendu.
Oh là là, c'est chaud ça. Allez, un truc que tu te rappelles où tu te dis. Je me rappelle d'un pitch où un mec avait 30 slides, c'était 30 slides sur le produit. Ouais. Et donc, c'était quasiment une démo avec des wireframes de chaque bouton du D'accord. produit. Ouais. Et c'était ça, le pitch. Et ça, pour toi, c'est le pire. Ah ben, C'est-à-dire que le produit, on s'en fout, c'est ça? ah mais ouais, on s'en fout. Dans le pitch, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est ta vision du monde, quelle est ton équipe, qu'est-ce que vous voulez changer, quel problème vous voulez résoudre. Le produit n'est qu'une conséquence. Ouais, enfin, le produit, c'est un slide. Mais tu vois, les gens croient que les investisseurs, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, vont être impressionnés par le produit. Mais jamais. Le produit, c'est le truc le plus facile qu'il y a à faire aujourd'hui. Ouais. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Donc, ce qui est impressionnant, c'est le point de vue. Ouais. Tu vois, c'est les côtés atypiques de l'équipe. Ouais. Ça, c'est intéressant, mais un produit, non. Ouais, moi, quand j'ai ce genre de pitch-là, j'ai toujours cette image du bodybuilder. Que le mec, il arrive, il se fout à poil devant moi, il monte ses muscles. Bon, il s'est pas encore formé, quoi, en fait. Mais c'est ça, ouais. Moi, j'ai rien compris en plus. Hein, parce Ouais. qu'évidemment, au 30 slides, t'es perdu. Hein, Ouais. J'ai rien compris. C'est quoi l'entrepreneur? C'est qui l'entrepreneur qui t'impressionne le plus en ce moment? Pas forcément en France, hein, de façon générale. Pour moi, le plus grand entrepreneur qu'on ait jamais eu, c'est Elon Musk. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que c'est un génie de l'entrepreneuriat, un bonhomme incroyable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est attaqué à des sujets extraordinairement compliqués Sans les connaître. à la suite. PayPal, la finance, Il n'était pas banquier. Hein. pas banquier. Tesla, il a révolutionné l'industrie automobile. SpaceX, il a défoncé la NASA. Starlink, il est en train de remplacer les telcos. Ouais. Quand Starlink va marcher, on n'aura plus besoin d'avoir Orange et compagnie. Hein, c'est plus la peine. Hein. Neuralink, Neuralink. il s'intéresse à Neuralink. Donc c'est quelqu'un qui a pris des sujets qui Et étaient The Boring Company fait des tunnels. Hein. extrêmement ambitieux. Donc je trouve qu'on n'a jamais eu quelqu'un de Et tout ça en même temps. Et tout ça en même temps. Et avec un courage et une hallucinant, quoi. Tesla, il a failli tout perdre. Il disait, je m'en fous, c'est ça qu'il faut faire. SpaceX, pareil, il s'est jamais sorti de sa vision. Donc, c'est un personnage totalement atypique, totalement extraordinaire, qui a créé une valeur incroyable. Pour revenir à ce que tu disais avant, il y a une anecdote, et la vidéo, elle circule partout sur Internet, où on lui dit mais t'as lancé SpaceX, t'y connaissais rien dans le monde de l'espace, cette industrie, faire des fusées, tout ça. Et on lui dit, mais comment t'as fait? Et il a dit, j'ai lu plein de bouquins. Et là, tout le monde est là. Oui. Et il me fait, j'ai lu tous les bouquins, j'ai potassé, nanana, je me suis auto-formé. J'ai passé des heures et des heures à lire des bouquins. Et le mec est devenu... En tout cas, il pouvait parler avec des ingénieurs. Et c'est un truc intéressant à dire, c'est que les gens croient que pour monter une entreprise, il faut être compétent sur un marché. Or, la compétence sur un marché, c'est la chose la plus facile à acquérir. Il suffit de se documenter, de parler aux gens, et en 3 mois, on devient expert dans n'importe quel marché. Donc, c'est pas ça la difficulté. La qualité indispensable pour toi d'un bon entrepreneur. Number one. La capacité à décider. Ouais. Pour moi, c'est celle-là. Décider de savoir. Décider de savoir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, et on n'a pas les éléments pour dire que la décision est bonne, mais on la prend quand même. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Et on est accountable. Voilà. Et l'inverse de ça, c'est ce qu'on appelle l'analysis paralysis. C'est quelqu'un qui est incapable de décider parce qu'il y a trop d'options possibles et que donc rien ne se passe. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui décide vite, à raison ou à tort. Un truc un peu plus perso. C'est quoi ton pire défaut? Mon pire défaut? Je peux t'aider. Hein. Ouais, vas-y. Moi, je dirais que je me lasse vite. C'est un truc... j'ai pas d'empathie. Dès que je m'ennuie sur quelque chose, j'ai pas d'empathie et ça se voit. J'ai pas une empathie extraordinaire sur des trucs qui m'emmerdent assez rapidement. Moi, je dirais que tu as tendance quand même à t'emporter des fois. T'es entier. C'est possible, oui. Et ça peut te jouer des tours. Ouais, mais ça fait partie du personnage et... moi, je te comprends parce que je suis pareil. Mais il faut des émotions, sinon ouais. T'es pas humain, quoi. T'es beaucoup dans le pathos. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui? C'est que mon cerveau ne fonctionne plus. Obsolète? C'est-à-dire que, pas obsolète, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être challengé, d'apprendre des choses. Que ce soit dans le professionnel, dans la musique, dans ce que tu veux. Et j'ai pas envie de me retrouver à me lever le matin en me disant bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Moi, j'ai besoin de stimulation, j'ai besoin de faire des trucs.
Et donc, j'ai besoin de rester passionné sur plein de sujets. T'as eu un peu peur de ça quand t'es rentré en France? Ouais, j'ai eu un peu peur de ça parce que je suis retombé dans un univers business qui était quand même assez creux par rapport à la Silicon Valley. Ça n'a rien à voir. T'es installé à Aix-en-Provence aussi. Je suis à Aix-en-Provence, je me dis merde, ça va être Bon, chaud. c'est génial pour faire du vélo. Voilà. Donc ça m'a un peu inquiété. Et donc, il faut se trouver des choses à faire pour... Enfin, moi, il faut que je me trouve des choses à faire pour rester stimulé. C'est vachement important pour moi. Et le bouquin, sinon, tu vieillis vite, quoi. C'était un challenge, ça? T'avais jamais écrit de bouquin? Je m'étais cassé la gueule en vélo, je pouvais plus bouger, j'étais machin, et je me voyais pas passer un mois à regarder les étoiles, et donc j'ai fait un bouquin. Ça m'a occupé. C'est qui la personnalité historique que tu aurais aimé rencontrer? J'ai vu un podcast avec Nicolas Sarkozy chez Légende où lui, il a répondu Jésus. Moi, je dirais Napoléon. Napoléon? Ouais. Ah, t'as un côté un peu second empire, ouais, c'est vrai. Bah, Napoléon, pour moi, c'est quand même... c'était un visionnaire pour son pays extraordinaire. Il y a beaucoup de lois qui sont des lois napoléoniennes dont on dépend aujourd'hui. Ouais. C'est quelqu'un qui était... Elles sont pas toutes géniales. Hein. Ouais, mais enfin, il y a quand même énormément qui le sont, quoi. Et puis, c'est normal qu'elles ne soient pas géniales. Elles étaient vieilles aussi, il a fallu les changer, quoi. Mais ça a été un personnage totalement incroyable. Totalement incroyable. Un empereur, quoi. Un vrai empereur à son époque. C'est quoi ton talent le plus inutile dont tu es le plus fier? Le talent le plus inutile dont je suis le plus fier. Tu poses ces questions. Tu vas pas trouver d'autres podcasts qui vont te poser des questions. Non, parce que ça, c'est des questions, ça va faire réfléchir les gens. Ouais. Par exemple, tu marches vite. C'est inutile. Ouais, c'est inutile. Ça, je sais pas si c'est un Moi, talent. quand je marche avec toi dans la rue, je suis 10 mètres derrière et c'est complètement inutile. Parce qu'en plus, tu me parles. Alors que je suis loin. Parce que c'est mon rythme. Ouais. Je trouve pas. Tu ne trouves pas? Non, je trouve pas. Je réfléchis à questions comme... Parce que, en fait, pourquoi je te dis que je trouve pas? Parce que je m'en fous que les gens me posent des questions. Tu vois, c'est pas un truc important pour moi. Et je me suis pas dit, oh mon Dieu, si on m'avait posé cette question, j'aurais pu faire un truc avec ou machin. Ouais. Je suis pas là pour briller, je m'en fous, quoi. Ouais. Et donc, je me suis jamais mis dans la peau de quelqu'un qui se dit, oh mon Dieu, pourquoi qu'on me pose cette question? Je m'en fous. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas une question que je me pose, quoi. Sinon, je t'aurais dit, bah, pose-moi la question avant qu'on fasse l'interview, tu vois. Ouais. Il y en a qui me le disent. Moi, je te l'ai pas dit. Je t'ai dit, fais ce que tu veux, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, j'aime pas envoyer mes questions à l'avance aux gens. Oui. Alors, du coup, les gens, ils m'envoient des questions pour que je leur pose. Et je trouve ça bizarre, quand même. Mais moi, je suis pas là pour briller, tu vois. Donc, ce genre de truc, ça m'effleure pas parce que ça m'intéresse pas, quoi. Vraiment, ça m'intéresse pas. Il y a rien que... Si j'ai envie de dire un truc, je le dis. Ouais. Et si tu me poses pas la question, je vais le dire quand même. Donc, tu vois... C'est un hacker, en fait. C'est une question qui me... Je sais pas quoi te dire. Ok. Bon, on arrive un peu au terme de cette émission. Tu as vécu comment, là, cette conversation? Oh ben moi, je parle avec mon bro, c'est facile. Hein. Ouais. C'est pas compliqué. Hein. Ouais. Puis moi, j'ai pas de... Il y a longtemps que je me fous de l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire, je dis les choses que je pense. S'il y a des gens qui me détestent pour ça, ben, détestez-moi. S'il y a des gens qui trouvent ça utile, tant mieux. S'il y a des gens qui trouvent ça chiant, tant pis. Mais voilà, on fait ça, on essaie de faire un truc utile. Voilà, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de calcul prémonitoire. T'as pas d'agenda. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai aucun agenda. Il n'y a aucun agenda. Acheter mon bouquin, c'est tout ce que je peux dire. Ouais. C'est mon seul agenda. Acheter le livre bouquin, voilà. de Pierre Gobil. Ça s'appelle Startup Unlocked. C'est mon ambition du moment, mais j'ai pas d'agenda. C'est quoi ton objectif d'ailleurs avec ce bouquin? T'aimerais en vendre combien? Ouais, moi je suis ambitieux là-dessus. J'aimerais en vendre beaucoup parce que je pense que c'est un bouquin qui a du sens pour les entrepreneurs. C'est quoi beaucoup? Moi, j'ai jamais fait de bouquin. C'est quoi beaucoup? 100 000. 100 000? Ouais. Putain, c'est énorme. Je vais le vendre aux US. Hein. Donc je vais... Ah, tu fais une trad? Ouais, ils sont dans 10 jours aux États-Unis. Ouais. Donc je vais essayer de le vendre aux US. Et je pense que c'est un bouquin qui n'a jamais été écrit de ce style-là. Ouais. Et je pense que n'importe quel entrepreneur, start-up, PME, ce que tu veux, peut apprendre des trucs et grandir avec. Ouais. Donc j'aimerais bien que ça touche le max de gens. C'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai pas fait pour... non, pas pour devenir riche. Pour écrire, je m'en fous. Je suis pas écrivain, je serai jamais. Et pas pour devenir riche non plus. Non plus. Je l'ai écrit parce que je pense que ça peut avoir un impact. Donc si ça peut avoir un impact, il faut que ce soit par centaines de milliers. C'est ça mon truc. Ouais. Alors maintenant, les gens disent, t'es fou, ça se vend pas, gna gna gna. Ok, ben moi j'essaie. Je suis pas là. Hein. Bon, si vous aimez le professeur, vous le retrouvez régulièrement dans Silicon Carnet, donc rejoignez-nous sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Et puis, visiblement, ce format Off the Record, c'est un énorme succès. On a vu Jean de la Roche-Brochard, on a vu Oussama, Amar, on a vu Clara Gold. Maintenant, il y a le professeur et plein d'autres qui vont arriver avec de très très belles surprises.
Donc, pensez à vous abonner à la chaîne. Faites aussi tourner ces interviews avec vos amis. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées, que ce soit Spotify, Apple Podcast, peu importe. Voilà. Merci, le professeur. Salut Carlos. Salut, bye bye. Ciao. Ciao.